Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. On démarre l'émission de ce matin avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a déclaré hier urgence sanitaire mondiale la fièvre hémorragique Ebola, avec ce qui se passe actuellement en RDC, en République démocratique du Congo, qui, comme vous le savez, est sous le coup de cette épidémie d'Ebola depuis juin 2018. On parle de 1668 cas de décès depuis juin 2018, 1668 cas. Et cette déclaration d'urgence sanitaire mondiale faite par l'OMS survient après un décès enregistré à Ngoma. Ngoma, il faut le dire, c'est la deuxième ville de la RDC qui, comme vous le savez, est au carrefour des Grands Lacs, de cette région des Grands Lacs. Ce qui est certain également à signaler ce matin, c'est que le risque de propagation du virus à l'international est désormais très sérieux, et c'est pourquoi l'OMS, par la voix de son directeur Tedros Ghebreyesus, le dit clairement: il faut l'urgence, il faut tout faire pour que les contributions à l'international en termes d'argent, en termes de fonds, puissent se faire pour éradiquer cette épidémie, malgré qu'il y ait déjà un vaccin qui est mis en place. Mais on voit très bien que ça continue à faire des morts, cette épidémie-là, et donc c'est la raison pour laquelle beaucoup d'Africains se posent la question: pourquoi, lorsque certains fonctionnaires internationaux sont touchés par cette épidémie, par Ebola, ils sont rapidement soignés, et que les pauvres populations de la RDC continuent à mourir de cette fièvre hémorragique Ebola. Voilà donc toute la question qui se pose, malgré qu'il y ait un vaccin déjà, comme on l'a vu tout récemment. Madame, Monsieur, bonjour. Et merci donc à vous une fois de plus. L'équipe est en place comme chaque matin, le 10-12, le Zénith. Bonjour à vous, Donald Brice-Kamgan. Bonjour les Fopoussi, bonjour à nos copanélistes, bonjour à nos téléspectateurs. Les Lions du volleyball champion d'Afrique sont actuellement en train d'observer un mouvement d'humeur. Dans un hôtel de Yaoundé, elles boudent les 10 millions de primes qui leur sont offertes par le gouvernement. Ça signifie que la leçon n'a pas été retenue après les tensions autour du montant des primes de l'équipe nationale de football éliminée à la Coupe d'Afrique des Nations. On pourrait comprendre ceux qui se demandent si ce pays est encore gouverné. Rébellote, comme a dit quelqu'un, parce qu'on se demande pourquoi on négocie les primes après coup. C'est des choses qui se font avant. On fait de la planification, on ne fait pas de l'improvisation comme on le voit déjà pour ce cas des volleyeuses. Et on voit également que les Lions, à l'époque, avaient suscité une polémique à travers leurs revendications. Peut-être qu'il aurait mieux valu pour ces filles-là d'être fixées dès le départ. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Fopossi et bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous propose des postes à vendre. Poste administratif, poste à la direction des entreprises camerounaises, entreprises publiques, poste ministériel. Faites le choix et vous aurez quelqu'un qui va vous proposer des prix. D'accord, vous faites allusion là à cet ancien journaliste de la CRTV qui accuse un bonhomme de 77 ans d'avoir escroqué, lui avoir escroqué 9 millions de francs CFA pour un poste de directeur général à la CSPH. Ça, les Camerounais sont courageux. Et quand on vous dit sur ce plateau que ce pays est dans le Ouattaraout, les gens pensent que non, blague. Voilà des choses qui nous montrent bien qu'il y a un mysticisme autour de ces fonctions, des nominations, de ces fonctions de DG ministre. Et on se rend compte que peut-être certaines personnes sont en fonction parce qu'ayant déboursé de l'argent. Ce n'est pas ce qu'on dit, mais ça semble être finalement la tradition pour les postes, puisque les gens vous proposent qu'ils peuvent ou qu'elles peuvent vous obtenir un décret via moyennant des millions. Voilà. Donc on aura l'occasion de vous retrouver tout à l'heure plus tard dans ce programme. Karine Sontia. Également sur le plateau ce matin, vous, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi-Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. C'est fait depuis hier, le professeur Magloire Ondoa a pris les fonctions de recteur de l'université de Douala. Mais chose curieuse, en marge de cette cérémonie, le gouverneur de la région du littoral a invité tout le monde à visiter les chantiers du stade de Japon. Quelle était la relation? Le gouverneur veut-il commencer la propagande ou la communication
du stade qui est encore en chantier, bien qu'il ait dit que l'avancée des travaux lui semble satisfaisante. Oui, mais est-ce le stade ou est le complexe, monsieur le gouverneur? Pourquoi mener le milieu universitaire visiter un stade? C'est pour qu'ils aillent faire des compétir là-bas? Je n'en sais rien. Mais ça m'a semblé quand même pas très catholique, ça. Monsieur Iva Dibois, en tout cas, on peut comprendre aussi qu'il y ait une volonté de braquer les caméras, qui étaient très très nombreux à l'université de Douala hier, vers cet objectif-là. Moi, j'ai pensé à la distraction. Non, bon, il manque des amphithéâtres, il manque d'un certain nombre de choses. Lui qui est patron aussi, les employés, le personnel d'appui, ils vont souvent des grèves. Il était important de montrer que le stade Japoma est dans un état. Moi, je voulais voir la relation avec le milieu universitaire. Non, la relation, c'est que comme c'était un événement qui a mobilisé les journalistes et les caméras, on a fait d'une pierre deux coups. Ah, d'accord. Voilà, on va également l'annoncer dans cette émission, parce que nous parlerons de cette marche polémique de samedi 20 juillet. Retenez bien cette date. Samedi 20 juillet 2019 à Bafoussam, puisque le RDPC entend organiser un grand meeting à Bafoussam avec de nombreux militants sous la houlette du chef de délégation régionale permanente du RDPC à l'Ouest, le sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombon Djoya. Donc il va mobiliser toutes les forces vives, militants et sympathisants dans cette région ce samedi pour dire non à ceux qui entretiennent des discours, on va dire, de la haine tribale et ceux qui ne respectent pas les institutions de la République. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais sauf que ce qui fait problème, c'est qu'il y a entre-temps d'autres activistes qui annoncent eux aussi une contre-marche ce samedi. Et nous allons dire que c'est compliqué pour ce pays parce que le préfet du département de la MIFI doit prendre ses responsabilités pour interdire ce que le RDPC compte faire ce samedi. Parce qu'il y a là, quand on voit les discours actuellement, il y a un fort risque de troubles à l'ordre public. Là-dessus, nous y mettons aussi. Alors, on va démarrer le programme de ce matin avec la première articulation, madame, monsieur. Voici l'histoire du jour. Voici Dominique Audrey Oyengelek. Voici son histoire et voici son foulard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il a, mon foulard? C'est la... Comment on appelle? Ah, c'est la mascotte du Zénith désormais. Le foulard de Oyengelek, c'est désormais la mascotte du Zénith. Tout le monde en parle. Là. Même dans la rue, j'étais hier sur une moto. Et le Benskino me disait que pourquoi est-ce que Dominique Audrey a le foulard là? Je dis. Qu'est-ce que ça cache? J'ai dit mon frère, moi je ne sais pas. Mon frère, je ne sais pas. Donc, bienvenue et bonjour à votre foulard. Rebonjour, bonjour de mon foulard également. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, on parle de l'histoire d'un couple. Ils nous écoutent. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de donner des noms d'emprunt parce que les deux nous suivent. Ils nous ont écrit depuis Yaoundé. Il s'agit d'Aude et de David. Aude et David se sont rencontrés en 2013. En 2013, Aude, c'est une jeune fille qui a refusé l'école, comme on dit au quartier. Donc, puisqu'elle vient d'une famille modeste, qui a un peu d'argent, on lui a donné des moyens pour qu'elle puisse avoir un commerce. C'est modeste parce que modeste, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Bon. Qui ont un peu d'argent. Modeste, c'est que, bon, il y a pauvre et il y a modeste. Bon, mais donc, lui, comme modeste, non, quand modeste, même, c'est... Modeste, c'est pauvre. Hein. N'est-ce pas? Oui. Bon, quand on a un peu d'argent, c'est quoi? Oui, elle vient d'une famille, on va dire, de la classe moyenne. Ok. On va dire. Oui. Disons que Aude vient d'une famille de classe moyenne. Voilà. Oui, et la famille s'est mobilisée puisqu'on ne pouvait pas... Sous votre contrôle, non? Oui, Modeste, non, c'est pauvre. c'est ça. Okay. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'après on dise que vous poussiez. Non, c'est ça. Modeste, voilà. Ok, merci. Okay. Ça va aider même ceux qui pensaient que modeste, ça veut dire qu'on avait un peu... Non, modeste, c'est vraiment que tu es pauvre. Ok. Donc, la famille d'Aude a mobilisé des fonds pour que elle puisse avoir une activité qui est rentable. Voilà. Donc, elle avait des moyens. Et dans leur maison familiale, il y avait des locations. Parmi les locataires, il y avait David. David, c'est un jeune homme qui louait dans une chambre, c'était un étudiant, il ne faisait rien du tout. Donc lui également, il était supporté par sa famille, juste à côté. Et les deux ont noué une relation. Vous imaginez le scandale. La famille a estimé que non, qu'est-ce que tu fais avec un étudiant, qu'est-ce qu'il peut te donner et autres. En plus, c'est le locataire et tout. Donc, puisque les deux s'aimaient, David a dû déménager.
il allait vivre dans un autre quartier, mais ils sont restés en relation quand même. Aude a maintenu son activité et de temps en temps, elle voulait donner de l'argent à David. Et jusqu'ici, elle dit qu'il n'a jamais accepté de prendre même un copec venant de David. Donc, elle dit qu'elle a dû user de ruses pour qu'il accepte ses cadeaux. Donc, elle achetait du riz, des pâtes, de l'huile et autres pour déposer à la maison, mais en espèces. David a refusé. Il ne voulait pas qu'on dise de lui qu'il est un gigolo et autres. Mais par contre, les oncles d'Aude l'ont traité de gigolo. Que dans la rue, lorsqu'il croisait une cousine de la fille, on l'indexait, on le toisait, on maugréait et autres quand on le voyait. Donc, il a supporté ça tout au long de cette relation. En 2017, il a réussi à avoir le travail dans une multinationale. Et il a eu un très bon salaire. Et malheureusement, la boutique d'Aude a brûlé juste à côté. Donc, dès qu'il a eu le travail, 1 an après, il a pris sur lui d'aller doter la femme qu'il a soutenue tout ce temps. Sauf que, lorsqu'il va rencontrer la famille d'Aude, on lui a donné une liste de dot à hauteur de 5 millions de francs CFA. Ses oncles à lui qui l'ont accompagné ont estimé que c'était impossible, il fallait discuter ça. Il leur a dit non. Cette fois encore, la famille de cette fille veut me manquer de respect, on veut m'insulter. Ils sont restés dans la même lancée de me rabaisser et autres. Je vais leur donner 5 000 francs CFA. Ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas acheté de nourriture. Il a converti, il leur a demandé, est-ce qu'on peut vous donner l'argent en espèces? La famille a accepté et il leur a remis 5 millions de francs CFA. Et après le mariage coutumier, il a dit à sa femme, bon, désormais, je ne veux plus voir personne de ta famille chez moi. Ça fait 2 ans qu'ils sont mariés. Mais quelques mois après leur mariage, il y a un oncle de sa femme qui est venu, le principal opposant de leur relation, qui est venu dire que je suis malade et autres. En tant que beau-fils, tu dois prendre soin de moi et autres. Il a dit à cet homme, vraiment, je suis désolée. Quand je n'avais rien, vous avez estimé que je n'étais rien, que je ne pouvais rien faire. Aujourd'hui, parce que je travaille, vous estimez que je peux faire quelque chose pour vous. Sachez que je ne ferai rien. Et dans les 5 millions que je vous ai donnés, allez prendre l'argent là-bas, vous vous soignez. Quant à moi, j'en ai terminé. Il est entré dans sa chambre, il a laissé l'oncle de sa femme là-bas et il n'est plus sorti jusqu'à ce que l'oncle reparte. Aujourd'hui, sa femme vient parce que ça fait 2 ans déjà. Elle dit qu'elle ne sait pas comment faire pour que son mari revienne à de meilleurs sentiments parce qu'il a coupé tout contact avec sa femme. Il lui a dit, il n'y a que ta mère qui m'a soutenue quand je n'avais rien, qui m'a accepté comme j'étais. Donc je ne connais que ta mère et tes 2 frères. Le reste, rien à cirer. Comment on fait donc face à une famille qui nous a rejetés quand on n'avait rien? Et aujourd'hui qu'on a un peu de moyens, c'est tout le monde, on est l'élite de la famille. Comment on fait? Vous avez dit qu'il nous regarde, non? Oui, Aude et David, oui. Ils nous regardent. Voilà, d'accord. En tout cas, on va bien voir que, d'ailleurs, c'est bien que vous ayez commencé cette émission en nous posant des questions sur ce thème modeste, aux pauvres, aux classes sociales, classes moyennes. Voilà, parce que la question des classes, hein, c'est Karl Marx et Weber qui théorisent ces concepts-là de la meilleure des manières, avec évidemment à leur époque la question du prolétariat et de la bourgeoisie. On voit très bien qu'il fallait faire cohabiter ces différentes classes-là, et Karl Marx a toujours pensé que tout n'est que lutte de classe. Et on le sent très bien, les germes dans un degré beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus au-delà des considérations de revendication, de meilleures conditions, de revendication, tout ça. On voit bien que dans les rapports des uns et des autres, il y a toujours cette considération de comment est ce porte-monnaie, d'où est-ce qu'ils viennent. Enfin, on vous considère par rapport à vos avoirs, en réalité, pas par rapport à votre être. Voilà, vous voyez, l'avoir est mis en avant, et vous verrez que à chaque étape de l'histoire de ce matin, l'avoir va toujours gouverner les différents rapports, quel que soit si on inverse les rapports, parce que là, au départ, on a un David qui est en situation d'indigence et qui est, on va dire, victime de raillerie, victime de tout ce qu'on peut imaginer. C'est ce qui est le révélateur de notre société aujourd'hui. Ça veut dire qu'on considère un tel, pas parce qu'il a des valeurs, pas parce qu'il a des connaissances, un savoir ou des normes qu'il maîtrise, mais par rapport à ce qu'il a, par rapport à l'argent plus précisément. Et donc, c'est là qu'au final, on se trompe. Combien de destins se sont brisés à cause de ces considérations superficielles? Combien de femmes, d'ailleurs,
ont raté l'homme de leur vie à cause de cette considération. Puisqu'on parle de femmes actuellement, combien de femmes ont raté l'homme de leur vie? Il y a une chanson qui passe actuellement sur les différents médias au Cameroun, même sur YouTube. C'est une chanson d'un des frères P-Square. Il s'appelle Peter, non, il s'appelle, non, c'est... Rappelez-moi, Karine, c'est vous qui êtes la spécialiste de cette affaire. Vraiment, pas du tout. Je suis pas spécialiste du Nigeria. Non. Je suis pas spécialiste du Nigeria. Rude Boy, voilà, il s'appelle Rude Boy. Voilà, il s'appelle Rude Boy. Le titre c'est Reason With Me. Rising With Me. Voilà, c'est Reason. Bon, right. C'est Reason. Reason With Me. Et où il raconte qu'il était dans une situation où il était un petit menuisier du quartier. Il avait sa copine qui ne comprenait pas que ce soit dur. Qui n'est pas les moyens, il louait une petite chambrette là, avec il n'y a pas de lit, il a eu ce matelas qui était au sol. Et comme il ne pouvait pas payer chaque fois la ration le matin avant de sortir, ou bien ce qu'il donnait, sa copine en question simplifiait, elle disait ben, c'est quoi ce que tu me donnes là et tout. Et donc, elle est partie, elle a abandonné, elle a abandonné. Et le gars a réussi dans sa vie à trouver un gros contrat chez une multinationale qui fait dans les trucs des meubles, qui vend les meubles, et il a été pris là-bas parce qu'il avait une expertise et il est devenu très riche. Et voilà, il a commencé à faire des interviews de télévision. Et un jour, la fille qu'il a lâchée découvre à la télévision que, mais attends, le gars que j'ai lâché hier là est désormais l'une des personnes les plus demandées du pays. Et elle a voulu revenir, mais sauf quand elle est revenue, elle a trouvé que la place n'était plus. Le gars avait trouvé une femme qui a compris. Donc, pour dire que ces questions d'avoir, justement, trompent les gens et on en arrive là. Ce qui est malheureux, c'est parfois comment les personnes qui ont été victimes de raillerie réagissent lorsqu'elles réussissent. Parce qu'après, il ne faut pas être parvenu. Hein, parce qu'il y a des gens qui, après, se transforment en des personnes parvenues. Et ça va être le cas de David. Je suis désolé, il nous regarde, mais je lui dis qu'il est parvenu. Ah bon? Oui, parce que, voilà, après, oui, il y a quand même des choses qu'on doit pouvoir... il n'a pas de compétition qu'il fait avec quelque chose sur Terre. Mais il a été blessé dans son amour propre. Non, mais je veux dire, la seule compétition qu'un homme doit avoir dans sa vie, c'est avec lui-même. La seule compétition qu'un homme doit avoir dans sa vie, c'est avec lui-même. Vous vous battez pour être meilleur demain qu'aujourd'hui. Vous battez pour être meilleur après-demain que demain. Vous battez pour être meilleur aujourd'hui qu'hier. La seule compétition qu'un homme a à avoir sur Terre, c'est avec lui-même. Donc, il faut faire très attention par rapport aux valeurs que nous voulons promouvoir. Alors, je commence par vous ce matin. Par vous, Donna Brice Kamga. Vous, qu'est-ce que vous dites de l'histoire de ce matin? Écoutez, chaque homme a son amour propre. Chaque être humain a son orgueil propre. Si vous mettez en lien avec la fille d'une famille et que cette famille vous rejette, non pas parce que vous n'incarnez pas les valeurs en lesquelles elle croit, mais parce que vous n'avez pas assez bien de CFA, parce que vous n'avez pas de belles voitures, parce que vous n'êtes pas administrateur civil sorti de l'ENAM avec tous les avantages que cela comporte. Je pense qu'il faut réfléchir 3 fois. C'est ce que David a fait. Mais il est resté courageux, puisqu'il est resté avec sa destinée. Après, on lui dit, il faut 5 millions pour la dot. C'est bien cela? Oui. Il donne les 5 millions. Et c'est en ce moment-là que, constatant que David travaille, la famille revient pour les conciliabules et tout ça. Non, vraiment. Vraiment. La chance qu'il a, c'est qu'il s'entend au moins avec la fille, sa belle-mère et 2 frères. L'histoire le précise. Oui. Et 2 frères de la famille. Moi, je pense que si les 2 s'aiment, avec la bénédiction de la maman, le papa, il vit. Malheureusement, non. Voilà. Avec la bénédiction de la maman et 2 frères. Quoi de plus normal? Cette famille, vous avez dit qu'elle est modeste, elle est pauvre. Je peux comprendre. Mais lorsqu'on est pauvre, on ne recherche pas l'argent à tout prix, à tous les prix. Non. Non, il faut que les familles... La famille qui est pauvre, c'est celle de David. La famille de Aude est une famille de la classe moyenne. Elle n'est pas, sur le plan matériel, elle n'est pas terrible.
actuellement, c'est clair que David a un peu, comme on dit au quartier. Voilà. Donc, vraiment, si les deux, ils sont ensemble depuis 2 ans de mariage, ça signifie que les deux s'aiment. Et moi, bon, on ne dira pas tout à l'heure, j'espère que ce couple sera maudit parce que la bénédiction de la mère est là. Et de 2 frères. Donc, vraiment, laissez le problème. Ok, d'accord. Ce couple a la bénédiction parentale et peut évoluer. D'accord, ok. Karine, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que le problème, c'est la bénédiction? C'est quoi le problème pour vous? Le problème, ce n'est pas la bénédiction. Le problème, c'est la charité. Le problème, c'est le cœur charitable. C'est quand même grave. Parce qu'il est incapable de rembourser tout ce que cette fille a fait pour lui. Et il a oublié que même comme la famille de la fille était contre la relation, elle s'est entêtée. Il a oublié que cette fille achetait des choses pour mettre dans sa maison pour le nourrir. Il a oublié que même comme il refusait son argent, cette fille s'est entêtée à rester avec lui. C'est-à-dire que la famille ne l'a pas aimé, la famille n'a pas voulu de lui, mais elle voulait de lui. Donc, elle a pris sur elle les railleries, les moqueries, les insultes, les renégations de sa famille pour être avec lui. Donc, quelque part, on assiste à une situation d'ingratitude. D'ingratitude, pourquoi? Parce que, comme je le dis souvent, une femme, quand elle aime avec tout. Ne soyez pas surpris qu'il n'aide pas son oncle et que dans 2 mois, cet oncle décède, sa femme lui dit « Ok, je ne veux pas que tu arrives au deuil, reste là avec ton argent. » Parce qu'on est dans des familles africaines. Et même ça, c'est l'humanisme. Il doit prendre cet oncle-là comme n'importe qui vient frapper à sa porte et lui demande de l'aide. Parce que ce n'est pas comme s'il était le seul sur la terre qui a subi des moqueries. Il y a des familles au Cameroun où même ton frère, je dis bien ton frère, jumeau, se moque de toi. J'ai dit jumeau, se moque de toi parce qu'il a réussi et tu n'as pas réussi. J'ai dit ton frère. Il y a des familles où les frères, les cousins, les frères de même mère n'arrivent pas à aider leurs frères. Parce qu'ils disent que quand on allait à l'école, je n'ai pas allé, je n'ai pas besoin de gaspiller mon argent pour toi. Moi, je sais de quoi je parle. Nous venons tous de quelque part et on sait comment ça fonctionne autour de nous. Donc aujourd'hui, s'il a décidé de ne pas aider, qu'il laisse les affaires que quand je n'étais rien, quand j'étais ceci, quand j'étais... On n'attend pas d'avoir même pour aider. Il y a des gens ici dehors qui n'ont même pas de l'argent, qui sont même moyens prolétaires, mais qui sont prêts à tout pour venir en aide à n'importe qui. Oui. Donc, il laisse son argument, ça ne tient pas la route. Seulement pour le fait qu'il vit dans la maison avec la fille de ce monsieur ou sa nièce, n'importe quoi, mais sa fille, il doit oublier le fait qu'avant, ça s'est passé comme ça. La dot de 5 millions, on a dit qu'il va négocier, il a dit qu'il ne négocie pas. C'est parce qu'il a un orgueil qu'il a voulu préserver. Dans toutes les dots au Cameroun, on négocie. Je dis bien dans toutes les cérémonies de dot, on négocie. Et il a refusé. Donc, il a agi comme un parvenu. Il a agi comme un parvenu. Il dit non, Donald. C'est comment dire au quartier fermer la bouche de cette famille. C'est un parvenu. Oui, mais c'est ça. C'est un parvenu. Avant Donald, il n'avait rien. La famille s'est moquée de lui. C'est un frustré. Maintenant qu'il l'a, il est même plus frustré que cette famille. Parce que l'oncle la revient, vous savez combien ça coûte à un aîné de venir devant vous, sachant tout ce qu'il vous a fait pour vous demander de l'aide? Est-ce qu'on est obligé de... C'est d'expliquer que les gens considèrent les autres par rapport à leur pouvoir financier. Ça ne marche pas, non. Je ne soutiens pas cette famille. Je dis vous expliquez que cette famille a eu raison de se moquer, de ridiculiser tout un garçon parce qu'il n'avait pas d'argent. C'est inconcevable. J'aimerais bien finir mon argumentaire. Parce que on est en train de vouloir rejeter le côté humanitaire des êtres humains. Être rejeté parce qu'on n'a pas les moyens ne veut pas dire qu'on doit faire de même, M. Fopossi. Absolument. Jamais. On ne doit pas le faire. Parce que si on devait le faire, il y a beaucoup de personnes Donald sur cette terre... pense que c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein? C'est la loi de David. C'est son problème, à lui, du talion. Oui. Et moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Parce qu'on est dans une société où il faut pardonner. Et je dis bien, le papa a fait le premier pas. Venir demander de l'aide à quelqu'un à qui on a fait du mal, c'est lui dire, pardonne-moi, mais j'ai besoin de toi. Oublions le passé et avançons. L'histoire n'a pas précisé que c'est pour pardonner. Non. L'histoire ne dit pas que la belle famille est revenue demander pardon. L'histoire dit que la belle famille revient demander de l'argent. Je vais essayer un peu de vous parler.
vous départager un tout petit peu. Alors, est-ce que vous êtes conscient quand même que lorsque vous êtes dans un état de pauvreté, vous cherchez l'indigence, c'est parfois peut-être aussi ces railleries, ces personnes qui ne croient pas en vous, qui boostent votre détermination aussi. En effet. Ça peut aussi être que ces gens-là qui sont moqués de lui ont contribué à ce que justement, il travaille dur pour vaincre ce qui pourrait s'apparenter comme un sort, un mauvais sort au départ. Ça n'exclut pas le fait que ce sont des contre-valeurs. Le fait de n'apprécier quelqu'un, de ne mesurer quelqu'un à la lumière de ce qu'il a comme bien matériel. Et je dis, c'est une contre-valeur aussi de refuser d'aider quelqu'un parce que dans le passé, il s'est moqué de vous. Je dis, ça n'apprend rien à la société. Je dis, finalement, il n'y a pas de leçon. Oui. Il n'est une leçon pour personne. Il ne peut pas raconter son histoire à quelqu'un en disant « Voilà ce que j'ai vécu, voilà comment je m'en suis sorti. » Parce qu'à la fin, il n'aura pas fait profiter ceux-là qui sont moqués de lui de cela. Parce que dans la société, quand on réussit, on n'a pas réussi pour soi. Vraiment pas du tout. Moi, j'aurais voulu que dans la société, et dans cette société-ci, dans laquelle nous vivons, lorsque vous êtes pauvre pour vous. Et que pour vous, il faut que nous le sachions tous. Mais lorsque vous réussissez, que l'oncle qui vous a donné le bic ne vienne pas vous demander quelque chose. Celui qui ne nous avait rien donné, vous allez lui donner. Je dis bien ceci, parce que quand un enfant réussit dans une famille, il a réussi pour la grande famille avec les oncles éloignés et tout ce que ça comporte. Mais lorsqu'il est pauvre, il n'est rien. Attendez, il est pour sa maman et pour lui-même. D'accord. Alors bon, Robéguin, vraiment, il faut qu'on départage ces gens-ci. J'aurais voulu que l'histoire nous précise que la famille de la fille est revenue dire écoute David, à l'époque, ça ne se fait pas comme ça, Donald. À l'époque, nous, on s'est trompé, on s'est moqué de toi parce que c'est pas comme ça que ça se fait. On recherchait, on pensait avoir quelqu'un qui a un pouvoir financier au-dessus du tien. On s'excuse, on comprend que la tête tourne, tu es devenu ce que tu es. Pardonne pour tout ce qui s'est passé par le... La famille ne l'a pas fait. La famille continue à regarder David comme une vache à lait et le considère comme tel, un point trait. C'est ça le problème. D'accord. Alors, c'est ça le problème. Bon, Bécan, qu'est-ce que vous dites ce matin? D'abord, nous disons, je reprends les propos de Aimé Césaire dans Une tempête. Le propre d'un homme, c'est de savoir se dominer dans toutes les situations, même les plus énervantes. C'est dans le livre, hein. Ça, c'est dans le livre. C'est ce qu'on fait justement. Qu'est-ce qui amène Mo Ibrahim et, comment vous l'appelez, Bill Gates à créer des fondations? Oui, la fondation Mo Ibrahim. David pourrait aller demain, je ne sais pas, dans le Lions Club, dire Club Service. Club ceci, association des ressortissants, élite de tel. Pourquoi faire? Justement, ça veut dire qu'il ne comprend rien à rien. D'abord, dans l'histoire, on dit il refusait l'argent de la fille et il prenait les cadeaux. Ça ne veut rien dire du tout. Il se faisait nourrir. On lui dit, voilà, il prend le sac de riz, les pâtes, tout ce qu'on donne. Mais il refuse l'espèce. Ça veut dire qu'en fait, il dit non, prends l'argent comme c'est toi qui fais la riz. Bon, habitue-toi. Ça veut dire qu'il ne sait rien. Justement, il se comporte comme un parvenu, comme un arriviste. Voilà. Et il veut un arriviste. Un arriviste. Et il veut faire des revanches. Très facile. Bon, il va donc revenger sur quoi? Sur la société, sur la famille, la fille, sur son épouse. Donc, il est en train lui-même de poser les bases d'un mauvais mariage. D'un mauvais mariage. Vous ne pouvez pas, lorsqu'on dit en première chose, ça veut dire que lui-même, il a même écarté sa propre famille dans le processus du mariage. Il dit, comme j'ai l'argent, vous ne voulez rien, je vais négocier ma dot moi-même, je paye. Lorsque vous avez donc, et vous allez faire des enfants dans cet environnement, vous allez amener votre épouse, votre femme, à couper de certains gars, non pas de sa famille, de certains membres de sa famille, à amener ses deux beaux-frères, à couper, et même sa belle-mère. Vous voyez qu'il va causer? Ça veut dire qu'au lieu que le mariage unisse, renforce les liens de famille, c'est précisément ça la dot. Au départ, non, c'est un pauvre gamin. C'est un pauvre. Vous saviez comment ça se passe avant? Quand vous étiez même un fonctionnaire, même sorti de l'ENAM, parce qu'à l'époque, on ne respectait l'engomna, vous venez épouser une fille qui est même inadaptée sociale, qui n'a pas eu son certificat de type primaire indigène. On vous donnait la machette, cher ami, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Voilà. On vous donnait la machette et ça s'est passé à ce moment. Et une lime. On veut savoir si l'Ongomna, comme il a garé la Land Rover, c'est les Land Rover qu'on avait à l'époque. Oui. Voilà. On l'a garé sa Land Rover, c'est la machette qu'on vous donne. Quand vous prenez, on veut
on dit, ah, notre fille ne va pas dormir affamée. Ce gars, malgré le fait qu'il a un veste cravate, il sait tenir la machette. Voilà. C'est ça, c'est sûr. Et tu vas donc dire demain, mais quand je suis allé te doter, on m'avait envoyé couper les herbes, on m'avait donné la machette. Non, justement non. Ça veut dire que vous, à qui on donne la fille, vous devenez le fils de cette famille-là. Quand vous rompez ce lien, vous n'êtes rien. Et là, justement, la malédiction viendra de lui-même. De David. Il revient à Oui. Ça veut dire que ces enfants n'auront jamais des oncles. Comme on dit, les Nyandom, l'enfant se cache dans le ventre de sa maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, David, quand il aura des problèmes, je ne sais pas moi, de sorcellerie, de quoi, dans sa propre famille, mais c'est que ses enfants doivent aller chez ses Nyandom, chez ses oncles. Se cacher. Oncle maternel. J'ai des oncles maternels. Voilà, mais nous, on a oncle. Il n'y a pas de oncle. Pourquoi on comprenne la maison? Donc, c'est tout ça. En réalité, c'est resserrer les liens sociaux. Le mariage resserre les liens sociaux. Quand vous continuez à les briser davantage, c'est là où la malédiction vient, justement. D'accord. Et puis, on voit... Il se marie avec la rancune. Tu prends mon enfant chez moi, mais tu m'en veux. Non. Il y aura enfant dort avec des contradictions au sein des deux familles qui ne pourra pas résoudre. Vous ne considérez que... Mais bon, c'est un sage. Allez-y. Vous le considérez... Moi, je suis très bon, c'est un sage. Je suis très gêné quand on convoque toujours les concepts traditionnels pour culpabiliser les jeunes qui ont de bonnes intentions, qui sont de bonne foi. David est de bonne foi et de bonne moralité. Et vous lui dites qu'il va attraper la malédiction parce que lui, il s'est fait railler. Et que maintenant, il prend et permettez que je vous prenne ces gosses. Je vous prends deux cas que vous avez vu vous-même. Le couple Clinton a une seule fille qui s'appelle Chelsea. Oui, Chelsea Clinton, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les Jeux Olympiques, je ne sais plus en quelle année, ça devait être en 4 minutes. On dit Chelsea était déjà avec son camarade, puisqu'ils ont fait l'université ensemble. Les cousins de Bill Clinton ont dit, mais pourquoi acceptes-tu Bill? Il dit au président de la République que sa fille reste en relation avec lui. Plus tard, comme on a vu que Chelsea en était, Hillary a tenu à ce que ce garçon fasse ses stages à la Maison Blanche. Et ils ont réussi, se sont mariés. Mandela a eu la même chose. Même en Afrique du Sud, on a dit aux garçons que chez nous, un garçon ne reste pas dans sa belle famille. Mandela est allé s'expliquer, président de la République de son temps. Mais c'est un contre-exemple. Non, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que de Donald, les mariages resserrent les liens. C'est-à-dire que Mandela, du haut de sa magistère, ne peut pas dire... Il était obligé de dire, je ne le prends pas parce que non, c'est parce que je l'ai trouvé comme ça, je le considère comme mon fils. Donc, c'est lui qui va négocier. Une belle famille, c'est sa nièce qui a le mariage. En fait, c'est pas ce qu'il a vécu avec David. Non, je veux dire que quelle que soit la situation, lorsque le mariage arrive, le reste des choses, on les balaie. On resserre les liens. Voilà. Il est temps maintenant pour nous de passer la parole à Dominique Audrey. Et chaque fois qu'on passe la parole à Dominique Audrey, c'est toujours un événement. Alors, Dominique Audrey, allez-y, on vous écoute. Je ne sais pas si un homme ingrat dote une femme. Je ne crois pas. Si je suis avec votre fille et vous me traitez mal, j'ai l'argent, je viens la doter. Oui. Non, Karim. Oui. C'est impossible, je ne crois pas. Je pense qu'il dote la fille parce que justement, il aime cette fille. Il n'est pas obligé d'aider cette famille. Attendez un peu. Vous avez blessé quelqu'un dans son amour propre. Donnez-lui le temps. Donnez-lui le temps de vous pardonner. On ne peut pas finir avec sa famille, c'est vrai. Mais pas à 3 mois du mariage, ne venez pas lui demander l'argent. C'est quoi? C'est de la moquerie. Il vous a donné 5 millions en espèces, c'est fini. Il n'a pas acheté. C'est eux qui ont vendu la fille. C'est eux qui ont vendu. Il a acheté. Il a acheté parce qu'il aimait la fille. Vous donnez votre fille à 5 millions. Il est obligé de l'épouser parce qu'il a peur des représailles. Elle a tout fait pour lui. Elle a beaucoup fait. Il y a combien d'hommes qui ont abandonné les femmes qui ont tout fait pour eux? Oui, je dis, elle a beaucoup fait pour lui et j'ai même peur qu'il ne l'aime pas. Il adore. Je dis, tu ne peux pas m'aimer et mon oncle vient chez moi. Tu dis que tu ne l'aides pas devant moi et je te laisse, tu pars te coucher. C'est parce qu'elle sait que le gars, il a trop envie. Si j'aime ton oncle, tu vas avec lui. Cette situation, c'est ce que David a vécu. Elle sait ce qu'il a vécu, mais elle-même, elle a un problème. Lequel? Parce que moi, je dis moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas être dans la maison avec toi. On dort ensemble. On peut même faire des enfants. Parce que tu m'as doté à 5 millions.
Le problème n'est pas la dot. Parce que tu m'as noté à 5 millions et que ma famille s'est moquée. J'ai dit, la situation, s'il relève un problème, M. Fopossi, ça relève le problème que il y a des femmes ici dehors qui sont prêtes à tout pour des hommes. Mais ces hommes ne sont pas prêts à tout pour eux. Elle-même, elle s'est fait humilier dans sa famille. Qu'elle arrête ça. Elle s'est fait humilier dans sa famille. On se moquait d'elle. N'importe quoi. Tu fais quoi avec lui? Il ne te donne rien. Il ne fait rien pour toi. Et maintenant qu'il l'a fait. Maintenant qu'il l'a fait. Maintenant qu'il n'a rien fait pour elle. Il a donné à la famille. Il n'a rien fait pour elle. Pour elle-même rien. Il a doté. Parce que là, maintenant, c'est où on veut le voir? Sans y avoir le problème le suivant. Comment ce David fait pour laver donc les railleries de Aude? Il a doté. Non. Il a donné 5 millions. Non, mais je Au contraire. Et on peut jeter des sorts sur cette fille. Pourquoi? C'est elle qui demande à son mari de ne pas les aider. Elle a subi. Elle aussi a subi, la fille. Elle n'a rien subi alors. Elle a subi avant. Est-ce qu'elle n'a rien subi? Les railleries. Mais c'est l'histoire qui nous dit, c'est pas nous. C'est l'histoire qui nous dit. Non. Sa famille s'est moquée d'elle. Sa famille s'est moquée de lui en même temps. Sa famille s'est moquée d'elle. Mais à elle, on a dit qu'on ne voulait pas. Et qu'on voulait qu'elle épouse un autre homme. C'est elle qui a choisi de suivre David. Et la famille a suivi. La famille n'a pas... Sa famille demande 5 millions pour le faire fuir. Mais il leur a montré que je suis prêt à tout pour cette fille parce qu'elle a quasiment tout fait pour moi. À ce moment, il a donné 5 millions, mais que sa famille ne se pointe pas pour venir demander l'argent. Qu'ils utilisent leurs 5 millions là. Qu'ils utilisent ça. Il va vivre toute sa vie pour 5 millions. Encore que... Ne demandez pas à quelqu'un de passer sur quelque chose. Je suis surpris qu'on insiste sur la moralité de David, qu'on demande à David de faire des concessions, alors qu'on en fasse une famille non, je vous dis, qui ne pense qu'au matériel. Vous ne lui demandez de faire aucune concession. Donald Wiskamga, pour un papa, un grand-père, de venir devant un jeune, dire que mon fils, je suis malade, aide-moi. En tant que beau-fils, en tant que beau-fils, tu dois t'occuper de moi. Il y a pour David la nécessité de... Il veut de l'aide, c'est tout. Comment vous voulez ça pourquoi? Il veut de l'aide, un point très. Il te voit qu'en termes de valeur financière. C'est une machine à sous. Et c'est donc ça le problème que David doit résoudre. De leur montrer que l'amour est au-dessus de tout. Il n'est pas prêt pour ça. C'est tout. Il n'est pas prêt. Mais quand lui-même il met sur l'argent, c'est pour ça que je vous ai parlé. Bill Gates alors. Merci beaucoup. Le fait déjà d'avoir épousé au-dessus, c'est que la plateau. Merci tout le monde. Il doit cicatriser. Dominique Audrey, c'est trop. Merci, c'est terminé. On a compris. Il faut cicatriser. Mais je voudrais juste dire sur le contrôle de Mbombork que la dot ne finit jamais. Jamais. 5 millions, c'est trop. C'est tout. Ça, c'est que sa famille reste avec commencer. Il ne sait même pas ça, c'est le discours. Ça, c'est le discours des nouvelles familles. Hyper, super matérialiste. Non, la dot ne finit jamais. Ce discours n'a pas commencé aujourd'hui, Donald. Le parlementarisme autour de la dot. Est-ce qu'on prend 5 millions? Même si on vous dit... Et on prend alors 5 millions pour dire que la dot ne finit jamais. La dot ne finit jamais. Bon, je sais à quoi il doit enterrer sa belle-mère et continuer. Il n'a pas de problème avec sa belle-mère. Il reste là. Non. Donc il va aider ceux qui l'ont aimé. Et les gens qui l'ont pas aimé. C'est à quoi d'avoir de l'argent quand vous ne pouvez pas donner à ceux qui en ont besoin. Ça ne sert à rien de donner l'argent. La phrase la dot ne finit jamais renvoie au harcèlement des belles familles. Non. Oui. Vis-à-vis de leur beau. Vous l'avez mal interprété. C'est ça. Non. C'est ça le sens de la dot ne finit jamais aujourd'hui. Non. C'est que chaque jour, tu dois donner de l'argent. Mandela, on considère que tu vas toujours donner de l'argent jusqu'à ça. Mandela, président de la République, est allé parlementer pour la dot de sa nièce. Il allait s'expliquer. C'est sa nièce qui allait en mariage. Pourquoi il a pris son beau-fils et la mettre à la présidence de la République? Il va s'expliquer. Ok, on va lire quelques messages, Karine, pour clairement terminer cette histoire ce matin. Je ne sais pas pourquoi très intéressant. La dame s'inquiète si son mari considère sa mère et ses deux frères. C'est l'essentiel. Je trouve que le gars a pleinement raison. Abel de Garoua. Il a trop supporté. Trop. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Pour l'histoire du jour, je suis plus que d'accord avec David qu'il ne fléchisse pas, car cette famille n'a jamais apprécié sa personne et qu'il se méfie beaucoup de ceux qui jouent à l'hypocrisie maintenant. Alors, on ne lui souhaite pas qu'il soit renvoyé. Parce qu'il peut aussi perdre son travail. On les verra encore. La boutique de sa femme a brûlé. Voilà. Donc, la route tourne. Alors je dirais à David qu'un proverbe dit que le chasseur tue le gibier seul, mais il le dépaisse avec ses frères. Il est vrai qu'il a été renié par ces gens, mais il doit avaler ce couteau
avec la manche Jean-Brice Aïbolova qui nous écrit ce Bon matin. proverbe. Vraiment. Alors, Aïbolova. un autre message. Les bonnes choses viennent toujours des Bolova. Pourvu que- Voilà. il faut tenir compte du fait que la partie en face doit être réellement disposée Oui. à demander des excuses, à demander pardon et à travailler pour la réconciliation. Oui. Ne demandez pas à David qui a déjà Vous beaucoup l'avez Alors, fait. vous l'avez- un autre vous l'avez message. dit, Donald. Un autre message, monsieur Fopossi. Dites à David qu'il n'a jamais doté Aude, car il n'y a pas eu de sel, de l'huile La et famille une a- bête le jour de la Est-ce dot. que l'histoire l'a dit? Tôt ou accepté tard, l'argent. ses enfants viendront compléter cela. René de Mbanga. Absolument. qui a écrit ça. La famille, La a famille ne accepté. demandait pas du La sel, famille c'était a 5 accepté millions. Bambok. Non, C'était On pas va ça. dire que tout ce qu'on a demandé, remettre encore. c'était Il vous a dit la C'est ce que vérité, vous avez pas. dit. On va vous dire quelle est la liste. Qu'est-ce que vous avez déjà donné 5 millions? Où est le sac de sel? Où est le sac de La sel? famille ne voulait pas de sac de sel. La famille voulait 5 millions Il y a de une points. d'autres à refaire. Dites-le à David. La famille va voulait la fille. 5 millions, terminé. Et Le lui, reste, Il y a une d'autre à reprendre. C'est à Mon très reprendre. cher Donald Brice C'est à Kamga, reprendre. c'est une dot viciée sur la Oui, forme. absolument. à cause de qui? Oui, Eric, c'est une De lui-même. La famille. viciée. À cause de qui? Oui, il y a un vice de procédure. Oui, À absolument. cause de la famille. Pour il cette faut dot. préciser. Merci, merci à tout le monde. D'où que ça vienne. On va C'est s'arrêter là pour cette histoire. Madame, monsieur, merci de rester avec nous. Continuez à nourrir l'échange sur la page Facebook de l'émission, mais également par SMS. Place maintenant à la colère de Donald Brice Kamga. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur une question grave. L'humiliation institutionnalisée de l'enseignant. Il s'agit d'un sujet qui pourrait faire écraser des larmes à tout Camerounais doté de bon sens. En préparant cette réflexion, les parcours atypiques de deux Camerounais relevant de ce qu'on appelle le corps des fonctionnaires de l'éducation nationale nous ont semblé résumer la misère organisée des dispensateurs du savoir dans ce pays. Michel Aïssatou, aujourd'hui âgée de 37 ans, est institutrice dans une école primaire privée à Batouri, dans la région de l'Est. Diplômée de l'école normale des instituteurs de l'enseignement général, l'ENIEJ, elle court derrière l'intégration depuis 2010, date de la fin de sa formation. 9 ans déjà. Majeure de sa promotion à la sortie, elle avait rêvé d'une belle carrière au service de ses écoliers. Lorsque l'un des rares concours d'accès à la fonction publique est lancé il y a quelques années, elle apprend que la réussite dépend de la cagnotte financière versée au ministère de l'Éducation de base. Michel verra ses promotionnaires bien moins braves qu'elle réussir. Elle croit savoir que son inconfort matériel est la source de ses malheurs. Elle offre ses services dans une école privée où elle a droit à la somme de 60 000 francs de salaire par mois depuis 9 ans et doit parcourir 5 km de route, une route boueuse entre son domicile et son lieu de service. Très passionnée de l'enseignement, elle se demande en 2019 si elle doit poursuivre ce chemin de croix au nom simplement de la passion et de l'amour pour ce métier. Le deuxième fonctionnaire du corps de l'éducation nationale, c'est ainsi qu'on les appelle depuis le décret de 2000 portant statut particulier de ce corps. Il est au lycée de Boukoula. C'est un village, le dernier village camerounais dans le département du Mao-Tsanaga, dans la région de l'extrême nord, à la frontière avec le Nigeria voisin. À sa sortie de l'école normale supérieure de Yaoundé en 2001, Raymond Okala, c'est son nom, passe près de 2 ans pour se voir intégré à la fonction publique. Sans salaire, il doit déménager de son sud natal pour rejoindre son établissement à Boukoula. Sans prise en charge, sans indemnité de logement, sans aucun copec. En 2002, et après une série de va-et-vient,
à Yaoundé où il suit son dossier d'intégration. Il est intégré. Commence une énième bataille pour obtenir le rappel. Il ne sera payé qu'après avoir versé les fameux 15% aux fonctionnaires du ministère des enseignements secondaires. Aujourd'hui, il a 17 ans de service. Il est toujours enseignant. En février 2018, il fait partie des enseignants qui marchent sur Yaoundé pour demander de meilleures conditions de travail et l'application du décret du 5 décembre 2000 sur le statut particulier des enseignants au Cameroun. On s'en souvient, il fait partie de ceux qui sont arrêtés, molestés et incarcérés pendant près de 2 semaines avant d'être libérés. Ses amis sont à l'école normale, à l'école nationale d'administration de magistrature ENAM. Certains sont sous-préfets, préfets et touchent quasiment le double de son salaire avec des avantages qui vont avec. Voilà l'enseignant au Cameroun, un homme aux souliers usés qui a faim, mais qui doit inculquer des valeurs socio-culturelles, former des Camerounais, des jeunes Camerounais de demain. À demain. Voilà la colère de Donald Brice Kamgan ce matin, madame, messieurs, pour nourrir l'échange sur la condition des enseignants au Cameroun qui, eh bien, on va le voir, l'un des symptômes de la déliquescence même de notre éducation au Cameroun, l'école de la République qui est en crise parce que l'une des composantes de la communauté éducative, qui, comme vous le savez, comprend et les parents et l'élève et évidemment l'enseignant et l'État. Donc l'un des maillons, et le maillon le plus, on va le dire, fort de cette communauté éducative est, comme on le voit, en problème et il faut résoudre cela. Bobo Bengan, commentaire rapide sur ce qu'a dit Donald ce matin. Je pense une chose, le chef de l'État l'a dit à la fin de l'année 2018, il a répété récemment avec la fête de la jeunesse, en fait, mais sauf que moi d'ailleurs depuis décembre 2017, c'est quoi le problème qu'il dit? Il dénonce les visées qu'on appelle de la mondialisation néolibérale. C'est là en fait. Mais malheureusement... Donc c'est là que part la situation. C'est là que part la situation. Malheureusement, il n'a pas amené la communauté nationale du Cameroun à comprendre les mesures, j'allais dire, antisociales que les institutions de Bretton Woods nous amenaient. Parce qu'un jour, comme ça, il vous dit seulement, serrez la ceinture, vous ne savez pas. Retroussez les manches, il ne vous dit pas. Notamment le plan d'ajustement structurel, né après la dévaluation du franc CFA, qui a donc occasionné la coupe des salaires chez les fonctionnaires, notamment davantage chez les enseignants. Tout à fait. Oui. Parce que, en fait, c'est comme vous apprend, là, parce que j'ai aussi entendu ça à l'université dernièrement. Bon, je ne suis pas entré dans le débat, mais ça m'a fait mal à la tête. Les gens vous disent, les idéologies n'existent plus. C'est la fin de... Ça m'a fait mal. Ils oublient, nous sommes juste dans un milieu universitaire, ils oublient que la mondialisation néolibérale, c'est une idéologie. Et que cette idéologie qui se décline en 10 points qu'on appelle le consensus de Washington, notamment le 4e point, qui veut dire qu'il faut démanteler le secteur public dans tous les pays du tiers-monde. C'est ça qui n'aboutit. C'est pour ça que... C'est écrit noir sur blanc comme ça? Je vous dis le 4e point. Il faut démanteler le secteur public. Comme on a vu en Grèce, là, tout récemment. Oui, tout à fait. Il faut démanteler le secteur public. Comment vous êtes un pays où tout est à construire, on vous dit qu'il n'y a rien à faire. À notre époque, même lorsque le gars, la jeune fille ou le jeune garçon n'allait pas aux Énièges, vous avez eu le BPC, on peut vous prendre là, à l'école du village comme moniteur bénévole, maître bénévole. Oui. L'inspecteur d'arrondissement vient régulièrement assister des cours. Au bout de 3 ans, on peut déjà vous prendre comme un contractuel. Donc, vous êtes par rapport à ce passé, ça complétait l'effectif des sorties de l'Éniège qui n'arrivaient pas à encadrer tout l'étendue du territoire. Mais aujourd'hui, où les gars sortent de l'Éniège et ne trouvent pas de travail, c'est quand même terrible ça. C'est terrible. Donc, vous voulez construire une population et il n'y a personne. Vous formez les gens, on vous les dit, vous ne les prenez plus.
Voilà la situation dans laquelle nous sommes engagés. Mais le drame, c'est que le chef de l'État ne l'a pas dit. Or, lorsqu'il lance le 6e plan quinquennal, le 14 août 1986, il avait dit lui-même non au FMI. Quelque temps après, je pense 2 mois seulement après, le ministre des Finances de l'époque, M. Sadou Ayatou, fait une sortie où il dit ceci: les solutions du FMI sont des solutions de choc et tous les pays qui y ont recours, ne sont toujours pas sortis de l'auberge. Point de citation. Et comme pour, j'allais dire, donner la confiance qu'il faut faire, confiance au gouvernement, confiance aux populations, quoi, Cameroun Tribune, et c'est ça qui, entre autres choses qui m'embête, Cameroun Tribune, numéro 3804 du 20 février 1987, qui faisait la rétrospective de 86, avait dit à la une: le Cameroun avance, un constat rassurant dressé par le chef de l'État. D'accord. Mais vous voyez donc que quelques années après, le 1er juin 1995, il vous dit la sortie du tunnel. On ne voit pas le tunnel. En fait, il vous dit le bout du tunnel, parce qu'il n'a pas dit sortie. Il a dit le bout du tunnel. On y entrait ou on sortait. Personne ne sait. Pas. Et c'est là qui amène donc les Japonais à dire qu'avec la corruption là, moi je vais construire les écoles primaires moi-même. Voilà. Je ne vous donne pas l'argent. Alors, Karine, sur cette condition des enseignants au Cameroun. C'est quand même criard parce que nous vivons au quotidien avec ces enseignants. Et voir leur niveau de vie ou encore leur manière de survivre dans la société, ça fait tellement mal. Nous avons des enseignants ou encore des élèves enseignants qui ont fait les NIET. Moi, je connais quelqu'un qui a fait les NIET en 2017. Et à chaque fois que je lui demande, mais pourquoi tu ne déposes pas tes dossiers pour l'intégration? Elle me dit que Karine, tu parles de ton intégration, là qu'on demande 10 personnes alors qu'on a formé 10 000. Pour intégrer les gens sur études de dossiers, on demande 10 personnes, alors que chaque année, on forme 10 000. Et chaque année, et on peut attendre parfois 2 ans avant de faire les concours d'intégration. Oui. Et ce qui fait mal encore, c'est comment ces personnes travaillent. Vous savez, leur formation est tellement difficile. Parfois, elles sont obligées d'aller faire des stages dans des zones reculées, pensant que ça va les aider à avoir plus de chances d'être affectés ou encore d'être recrutés. Vous voyez des enseignantes qui ont fini peut-être l'école normale supérieure d'enseignement technique, qui sortent de là. Eux, parfois, c'est facile. Mais il y en a de l'ENS qui sortent, qui font parfois 2 ans, 3 ans. Mais il faut suivre le dossier à Yaoundé. Le dossier est à Yaoundé. Vous voyez, quelqu'un habite à Douala, elle habite à Garoua. Les enseignants indignés. Indignés, le nouveau collectif d'enseignants indignés. Ils ont été seulement, même pas seulement, ils ont été fouettés, tabassés, on leur a imposé d'écrire une lettre d'excuses. À la main. Parfois, vous voyez un enseignant qui n'arrive même pas à se nourrir, mais qui chaque mois est obligé de prendre le transport, peu importe la ville dans laquelle il habite, pour aller à Yaoundé, suivre le dossier. Malheur à toi, tu n'as pas une famille là-bas chez qui tu peux dormir. Parfois, vous les voyez dormir devant le ministère. Ils attendent. D'accord. On suit le dossier. Dominique Audrey, c'est clair que quand on écoute ici, on voit très bien qu'il y a de nombreux enseignants encore, pas tous, il y a de nombreux enseignants encore au Cameroun qui doivent se battre tous les jours pour survivre. Oui. Ils ont des bailleurs qui réclament des loyers, ils doivent payer le transport, le boutiquier les attend tous les jours. Mais c'est comment? Depuis là, tu me donnes pas l'argent du riz que tu prends depuis là. Ils n'arrivent pas à survivre. Aujourd'hui, malheureusement, on retrouve des enseignants qui ont perdu l'amour de leur métier parce qu'ils sont censés être des gens par qui passe la connaissance. Ils sont censés transmettre la connaissance aux nouvelles générations. Mais aujourd'hui, on va peut-être dire que c'est indigne, mais ils travaillent juste pour l'argent. Comment on fait pour travailler par amour quand on sait qu'on ne sera pas rémunéré? J'ai lu un article où on disait qu'en principe, lorsqu'on sort de l'école, si on vous envoie dans une zone reculée, on doit évaluer la distance et vous donner des frais de transport pour aller dans cette distance-là. Ça, c'est ce qui doit être fait. Mais sur le terrain, ce n'est pas ça. Finalement, on arrive à se dire, ah, comme ça va s'accumuler, ce sera beaucoup. On part d'abord et après, on va venir prendre. Mais après, est-ce qu'on vous donne? Pas toujours. Ce n'est pas facile. Donc aujourd'hui, on voit malheureusement des enseignants qui ont de plus en plus de désengagement pour le métier. Et malheureusement, c'est la prospérité. En tout cas, vous voyez, qui font des activités parallèles, vous voulez dire? Oui, qui vendent les dossiers, donc ils sont qui vendent les bords, qui font tout ça. Vous avez des enseignants qui bâclent désormais les cours. On ne veut même pas
enseignantes terminé, vendaient les bonbons en ils classe. ne- C'est seulement chez elles qu'on achetait les bonbons. Les élèves décortiquent les Donc, pistaches elle en vous classe. imposait L'école à publique. les bonbons. Oui, Oui. on achetait les bonbons seulement chez elles et les chewing-gums. À Et on l'école avait publique? on avait l'autorisation de manger ces chewing-gums là pendant Pendant qu'elle les fait cours. cours. D'autres vous font décortiquer les pistaches. Par Bon, exemple. bon, vous comprenez que quand on parle de pays dans le Ouattaraout, vraiment, c'est le torrent, ça, hein, vraiment. C'est les eaux du torrent. Bon, on va s'arrêter là pour cette première partie de ce programme. On va se retrouver en deuxième partie dans un court instant. Madame, monsieur, le programme, je peux vous le dire. Merci de nous retrouver sur Equinox Télévision, Madame, Monsieur. Deuxième partie de ce programme. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes le 18 juillet 2019. Il y a exactement 50 ans, l'homme foulait la Lune, marchait sur la Lune. Souvenez-vous, Neil Armstrong qui dirigeait la mission Apollo 11, souvenez-vous, donc marchait sur la Lune il y a 50 ans. Donc en 1969, on pense évidemment à toutes les personnes qui ont légendé beaucoup de choses pour dire que c'était une fiction et que jamais un homme n'a marché sur la Lune. Vous savez, il y a même cette image du drapeau américain qu'on montre et on dit que sur la Lune, il n'y a pas de vent et que comment le drapeau peut flotter alors qu'il n'y a pas de vent qui souffle sur la Lune. Bon, tous ces types d'exemples qui sont pris. Mais il est bien clair que l'homme a effectivement marché sur la Lune. Donc il y a 50 ans, donc Neil Armstrong qui a été rejoint par ses compagnons de mission Buzz Aldrin et Michael Collins. Donc, et si vous permettez en une seconde, justement, ça fait partie, c'est ce qu'on appelle les visions stratégiques d'un président. Oui. Lorsque Kennedy arrive, lors de sa prestation de serment, on a dit discours de la nation, il a dit dans 10 ans, un Américain marchera sur la ligne. Tout à fait. De la Lune. Tout à fait. Les gars de la NASA organisent une délégation pour venir le voir. Une semaine après, il a dit, mais justement, dites-moi ce qu'il faut faire, je vous donne les moyens. D'accord. Ils ont commencé, ils sont arrivés à la Lune, il était déjà décédé, il était plus mort. Voilà, mais eux, ils ont relevé le défi. Voilà, et surtout pour remercier d'ailleurs, parce qu'il faut dire que la Lune, cette mission n'était pas seulement parce qu'on parle de course à l'époque spatiale entre Américains et Russes, mais il faut dire que ça a été une mission hautement scientifique et qu'il y a beaucoup de choses que la Lune a appris à la Terre. Aujourd'hui, justement, si on prévoit aller sur Mars, c'est parce qu'on est d'abord allé sur la Lune. Voilà donc ce qu'il fallait dire et que l'Afrique doit également se positionner sur cette course à la recherche spatiale, parce que beaucoup estiment, et d'ailleurs même à l'époque, parce qu'on parlait de 200 millions de dollars dépensés, 200 milliards de dollars dépensés pour cette mission-là, pour cette mission sur la Lune. Beaucoup estimaient que comment est-ce que je peux être aussi pauvre, ne pas avoir l'argent pour aller me soigner, et les gens dépensent l'argent pour aller sur la Lune. Et à l'époque, le patron de la NASA à l'époque avait dit que bon, s'il suffit que j'enlève le bouton pour partir de la Lune pour que la pauvreté disparaisse dans le monde, je le ferai de grâce pour que vous qui vous plaignez que vous n'avez pas d'argent pour aller vous soigner, pour que vous vous soyez normalement, pour dire qu'il n'y a pas forcément un lien entre la course à l'armement et la pauvreté. C'est ce que vous tout à l'heure, c'est la vision stratégique. Qu'est-ce qu'on gagne pour la postérité et pour les générations à venir, justement. C'est ça, pousser maintenant à la construction des drones, on peut faire des films, on peut faire des trucs, les satellites sont améliorés. Donc ça fait partie de ce que vous appelez au Cameroun innovation. Est-ce qu'il y a la poussée technique et technologique au Cameroun qui vous amène à l'innovation? Voilà, je rappelle que le Rwanda, qui est un pays plus petit que le Cameroun, dont le PIB est 20 fois plus petit que celui du Cameroun, le Rwanda a envoyé son satellite déjà dans l'espace, en orbite, autour de la Terre. Le Cameroun, le projet n'a pas encore germé dans l'esprit d'aucun homme politique. Alors, on va prendre tout de suite pour démarrer cette partie. Quelques messages, Karine. L'enseignant au Cameroun est un vrai misérable. Quand celui-ci se plaint, on lui dit ceci: tais-toi et enseigne. C'est en cette phrase que se résume la vie de l'enseignant au Cameroun. Martial, depuis Bamenda, qui nous écrit ce matin. Alors, il y a une petite précision, une petite contribution à faire, c'est que tout à l'heure, on a dit ici que les frais de déplacement, parce que vous savez, nous sommes une émission hautement didactique et hautement honnête, permettez-moi d'utiliser le terme. Lorsqu'on dit des choses ici qui ne sont pas exactes, on fait tout également pour nous amender. Ça relève ici de l'humilité. Donc, on a dit ici que les frais de déplacement ne sont pas payés ou sont payés parfois en retard.
On nous signale qu'effectivement, ces frais-là de déplacement pour les zones reculées pour les enseignants sont payés, même si parfois c'est en retard, mais le retard n'est pas aussi considérable que ça. C'est ce que nous apprenons. On a voulu dire ça pour être complet sur cette question. Alors Donald, vous avez un commentaire? Oui. Sûrement, vous rencontrez des enseignants tous les jours. Absolument. Je vous dis parce qu'on a plusieurs fois été sur le terrain avec ces mouvements de grève, de colère parfois d'enseignants dans les rues de Yaoundé à l'époque. Oui, j'ai l'honneur d'avoir beaucoup d'amis enseignants. Oui. Parfois, mes promotionnaires à l'université pendant la formation et que j'observe au quotidien. L'enseignant est censé être quelqu'un de respectable. Lorsque les coupes de salaire auxquelles on faisait allusion tout à l'heure sont arrivées, je crois, en 94, après la dévaluation, on coupe les salaires de la plupart des fonctionnaires, dont les enseignants, et les avantages qui sont dus aux administrateurs civils qui sont formés à l'ENAM sont maintenus. C'est complètement irrationnel. Comment voulez-vous que nous respections, que la société respecte l'enseignant qui vit dans ces conditions-là, qui quémande, qui ne peut pas se loger parce qu'il n'a pas de sous? Lorsque vous l'affectez, pourquoi est-ce qu'il devrait attendre 1 mois, 2 mois, parfois après 2 ans? Pourquoi devrait-il payer les 15% pour être à l'aise? Par exemple. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller déclencher son dossier au ministère. Oui. Absolument. Et lorsque parfois vous ne payez pas les 15 millions, je parle là des témoignages, Des 15%. eh bien c'est bloqué. Les 15%, Oui. c'est bloqué. Le dossier n'avance pas. Il n'y a que ceux qui payent, parfois qui se voient rapidement servis Oui. dans ces cas-là. Oui. Donc, Et il la en est même des... chose se passe avec les avancements. C'est un fils d'enseignant qui parle. Allez-y, oui. Vous avez des gens qui peuvent mettre 17 ans. Alors que ça devait être automatique. Voilà. Tous les 2 ans, Les un avancements fonctionnaire, doivent se faire, oui. Qui ont Voilà. 10 ans de service, mais qui ne sont même pas censeurs, Oui. qui sont, qui restent enseignants. Et lorsqu'ils tentent de parler, Et quelquefois, même leurs élèves devenant enseignants Deviennent censeurs et devant même eux. proviseurs. Voilà. On a un Et enseignant à de physique qui était l'enseignement, décédé sans être souverain. nous décrivons là le secondaire, l'enseignement supérieur, c'est légèrement un peu différent, mais vous avez constamment vu que les enseignants du CINES grèvent de façon systématique pour obtenir la prime de recherche qui est censée être versée à ces enseignants-là pour la recherche. C'est lorsqu'ils annoncent un moment de grève que le ministre fait un communiqué pour dire... Et d'ailleurs, ce que vous dites est vrai parce que lorsqu'on compare la situation de nos enseignants, quel que soit le palier, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire ou au niveau supérieur, on se rend compte que le Cameroun est très en retard par rapport à certains de ces pays voisins en Afrique, même des pays qui sont à peu près au même niveau de développement que le Cameroun, même parfois moindre que le Cameroun. On voit très bien que nos enseignants à l'université, ils se plaignent tous. Le niveau des salaires des enseignants à l'université, c'est un scandale. On m'a donné les chiffres, mais moi j'étais ébahi. Il dit, mais vous touchez cette somme-là? On m'a dit, oui, je ne dirais pas ça ici. On m'a dit oui, et j'ai compris pourquoi beaucoup d'enseignants camerounais vont à l'extérieur, sont dans des ONG, cherchent à devenir fonctionnaires. Oui, ils sont dans des programmes, ils multiplient des activités, et vous comprenez pourquoi vous avez un enseignant sur une... bon, à l'époque, on parlait d'UV, on parle d'enseignement aujourd'hui, sur une UE, et il n'est pas là pendant tout le temps qu'il est censé donner ce cours-là. Et vous faites ça pas faxé, vous envoyez ça par mail, et puis vous ne voyez que le jour où il vient vous interroger, même parfois, ce n'est même pas lui qui vous interroger, parce qu'il n'est pas là. Donc, on est clairement en train d'assassiner l'école de la République. Parce que l'école, justement, a une fonction régalienne. L'école de la République a une fonction d'éducation des citoyens, a une fonction de mettre en place le ciment d'une République. Aujourd'hui, on s'étonne des discours de haine tribale, des discours de... C'est parce que l'école a échoué. Il faut qu'on se dise la vérité. Et si l'école a échoué, c'est parce qu'à la base, ceux qui sont les ouvriers intellectuels portés dans cet engrenage-là sont frustrés. Ils sont nombreux. Il y a quelques-uns qui s'en sortent, mais il y a beaucoup qui sont frustrés. Là, on parle du public.
Mais si on va au privé, c'est encore plus grave. Et vous savez que le privé regorge également un nombre importantissime d'enseignants. Là encore, c'est la misère totale. Donc, il faut qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse sur notre pacte républicain, ce que nous voulons pour ce pays, ce que nous voulons pour son avenir, et si nous voulons que ce pays avance, si nous prenons l'option de l'école comme étant le moteur de tout, on remet l'enseignant au centre de tout et on le met au niveau où il doit être, que d'avoir des gens que vous enseignez parce qu'il a porté la tenue, je viens contre les soldats ou contre les policiers, mais il vous nague, il vous frappe. On a vu des policiers, mais je me suis dit, mais ces gens, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Mais ils sont en train de se maudire. C'est la malédiction. Mais j'ai vu des policiers frapper des enseignants du nouveau collectif des indignés à Yaoundé. L'an dernier. Mais c'est grave. Mais qu'est-ce que ce pays a fait? Qu'est-ce que ce pays, les pères fondateurs, ils doivent se retourner dans leur tombe. Qu'est devenu ce pays où l'enseignant est aussi... Le dernier de la société. C'est grave. Alors, Karine, on continue. Oui, vraiment. J'ai mon grand frère qui a été envoyé au lycée de Mbé, en Gaoundéré. Tous ses collègues ont déserté avant la fin du deuxième trimestre. Il est revenu squelettique. Le proviseur est le Dieu, est le bon Dieu, reine de Nkouabang. Oui. Je vous dis, c'est ça qui fait que le niveau... Le Cameroun, c'est un pays de potentiel énorme. Mais quand vous avez des enseignants qui sont comme ça, affectés dans des zones comme ça, et qui ne sont pas là pour donner cours, normalement, je pense qu'il y a un nombre d'heures de cours qu'il faut garantir dans un programme. Pour pouvoir le terminer. Pour pouvoir le terminer. Ça veut dire qu'on est en train de former des monstres. Nous formons des enfants qui n'ont pas le temps d'être devant les enseignants. C'est ça qui se passe. Et quand ces enseignants vous disent que non, c'est parce que on ne peut pas aller nous s'installer, on ne peut pas aller s'installer dans ces régions-là, dans ces parties du pays-là. Même si pour moi, j'ai toujours estimé que c'est un peu grave de dire ça. Parce que quand on est fonctionnaire, quand même, on est assimilé. Vous et moi, là, nous ne sommes pas d'accord sur ce point-là. Mais moi, j'ai toujours pensé que lorsqu'on est patriote, voilà, on est obligé quand même un petit peu. C'est vrai que c'est un débat, on peut se comprendre. Comment vous définissez le patriotisme? On doit aller n'importe où, partout dans le pays. Dans n'importe quelle condition. Non, des conditions, non. Les conditions sont définies. Le problème, c'est pas ça. Les conditions sont définies. Et connues. On doit les appliquer. Oui, bon, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Vous savez qu'avant, j'étais justement sur cette posture patriotisme, mais au fur et à mesure, je commence à me rendre compte qu'effectivement, si on continue à jouer sur cette corde, à tendre la corde comme ça, est-ce que de céder? Vous défendez les prévaricateurs de la fortune publique et ceux qui s'asseyent sur les frais de déplacement, de logement de ces enseignants qui sont affectés dans l'arrière-pays. Et ceux qui ne conçuent pas, les routes, qui n'aménagent pas les routes, absolument, pour que les gens puissent circuler normalement sur le pays, qui ne font pas ce qu'on appelle un développement inclusif sur tout le territoire, l'aménagement du territoire, pour que quelque chose où on se trouve, qu'on puisse travailler dans des conditions, on va dire, minimales. Vous voyez, on ne peut pas être dans une zone comme Doubiane, par exemple, dans l'Uncam, et enseigner, être dans des pires conditions, et pourtant, le même qui est ici à Douala, qui est à Douala, a des conditions beaucoup plus favorables, même si là encore ici on se plaint aussi, hein, vous savez, même ceux qui sont à Douala se plaignent aussi que c'est pas aussi réduisant que ça. On va s'arrêter là, malheureusement, on va prendre... Alors avant, puisqu'on parle de vérité, juste pour dire que la semaine dernière sur ce plateau, nous avons dit que le SMIC au Gabon c'est 80 000. Je tiens à rappeler, juste pour rectifier que bon, nous on s'amende, le SMIC au Gabon c'est bien 150 000 francs CFA. Donc nous étions gentils parce que nous, en 80 000, on pensait que nous faisions le Terminator de tout ça, mais parce que nous on est encore à 36 270 ou les 70, comme je suis. C'est pour servir à quoi? Pour le cul. Je ne sais pas pourquoi. On ajoute 270 le SMIC camerounais. Bon, voilà, donc au Gabon, ils sont à 150 000, c'est beaucoup plus que ça. Alors, on va prendre la revue des réseaux sociaux, Karine. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on va parler de cette lettre adressée aux différents chefs de département de RDPC, je vais dire comme ça. Le chef de la délégation permanente régionale du comité central, Sa Majesté Momo Njoya, sénateur, membre du bureau politique, appelle les militants et sympathisants du RDPC et les forces vives de la région de l'Ouest pour dénoncer les atteintes aux institutions républicaines. Donc le président de la République
tous les discours de haine et promouvoir la cohésion nationale et la paix. Alors, les quotas sont attendus au 1000 pour Bamboutos, Oncam 500, au Plateau 500, Conquis 500 personnes, Menois 500 personnes, Mifi 1500 personnes, des 1000 personnes et le Noun 500 personnes. Il s'agit là d'un appel à la manifestation fait par le roi, le sultan des rois Bamoun Bombondjoya pour toute la région de l'Ouest, peu importe d'où vous venez. Vous parlez de quotas, le terme c'est les charters. Il s'agit des charters, pas des quotas, puisqu'il demande donc à toutes ces... Parce que la région de l'Ouest a 8 départements, il faut qu'on le signale d'abord, à 8 départements, donc il demande à toutes les délégations départementales du comité permanent, du comité central du RDPC de ramener les militants, les sympathisants et les forces vives vers la capitale qui est Bafoussam pour cette mobilisation ce samedi. Retenez bien cette date, hein, samedi 20 juillet 2019, parce que c'est toujours ici qu'on dit les choses. Le préfet du département de la MIFI a encore le temps de mettre fin à ce qui va se passer, parce que lorsqu'on voit... Lorsqu'on se réfère à l'histoire, souvenez-vous au Bengale, d'ailleurs, c'est sous votre contrôle la crise anglophone, il y avait eu un meeting comme ça qui avait été projeté à Bamenda, souvenez-vous, et qui avait par la suite, on avait connu ce qu'on a connu, et beaucoup disent que c'est l'âme qui a eu le déclenchement de tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc attention quand même à cette manière de défiance, à cette gouvernance qu'on a aujourd'hui, d'orgueil qu'on a aujourd'hui. Il faut faire attention à ce qui se passe. Donc le RDPC, actuellement, il y a, comme on le dit, une incompréhension de la part de certaines personnes qui estiment qu'en faisant cette mobilisation à l'ouest, on est en train de faire un lien entre ce que vous appelez la brigade anti-Sardina et tout ce qu'il y a comme discours tribal, qui a un parallèle qu'on veut faire avec les ressortissants de l'ouest, comme quoi c'est eux qui seraient en train de foutre, permettons le terme, le désordre dans ce pays. Oui, si on tient à l'actualité, effectivement, les compatriotes qui ont cette réflexion n'ont pas tort. Parce que précisément, à chaque moment de l'histoire du Cameroun où il y a eu des soubresauts, oui, les élites prévaricatrices du pays s'asseyent et qui sont dans toutes les régions, ils s'asseyent pour se partager le gâteau national et, comment je veux dire ça, coopter certains jeunes qui montent en les mettant oui, en leur promettant des promotions. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et ils ont donc retrouvé que pour ce cas-ci, le leader du parti d'opposition qui semble, comment je vais dire ça, être un contrepoids au pouvoir actuel, est originaire de l'Ouest et il faut donc annuler ça. Donc quand les gens le disent... Et vous, que dans l'histoire, ça s'est répété? Ça s'est répété. Et d'ailleurs, c'est à partir de la tripartite à Yaoundé qu'on a fait un deal pour enlever Samuel Bois de l'UNDP et confier l'UNDP à Bello Bouba, qui est un ressortissant du Grand Nord, pour mettre en ordre, comment on peut dire ça, pour mettre au respect. Oui. Et voilà, les ressortissants du Grand Nord, pour maintenant bien gober, bien boire la répartition qui viendrait de Yaoundé. Oui. Ça se fait régulièrement. Et ça s'est fait avec Kodok. Kodok, si l'alliance avec le RDPC, avec un certain Fayou de Happy, on estime que non. Pourquoi il va prendre une envergure nationale? Parce que c'est ça, Samuel Bois. Quand il avait l'UNDP, c'était un parti d'envergure nationale. Il fallait donc réduire. Kodok aussi a subi les mêmes choses. On enlève Fayou de Happy, on ne le nomme pas ministre, parce qu'il faut couper l'aile Bamileke et rester l'UPC comme parti des Bassa. Donc aujourd'hui, je pense que je l'avais dit à l'époque. Lorsque l'objectif est de réduire le MRC à une affaire Bamileke. Voilà, absolument. Absolument. Oui. Or, ça date depuis des années 48. Hein, parce que quand Oumniobel lui-même prend le secrétariat général de l'UPC ici à la salle des fêtes d'Aqua en novembre 48, oui, il avait en février 49, on crée des partis où on met à la tête des Bassa. Ndeka Mezokam. Il a abandonné le pays Bassa, il est allé à l'ouest. Donc c'est ça, en fait, quand le pouvoir actuel vous dit les pères fondateurs, c'est pour ça que je vous disais que les pères fondateurs, c'est la Yidjo, c'est les Aruna Njoya, ça n'a rien à voir avec les orientations de Moumié. Vous voyez bien que si on reste dans le cadre de voir ici, ça, dans le Bamoun,
Moumnier n'aurait jamais eu cette orientation que Ibrahim Bombon-Djoya a aujourd'hui. Jamais. Voilà, oui. Parce qu'il était toujours en porte-à-faux avec Aruna Ndjoya, le père de Ndjoya, voilà. Donc, c'est ça. Il faut donc, premièrement, commencer à créer une scission entre les Bamoun et les Bamléki. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont ressortir le fait que entre Bamléki et Bamoun, ça n'a vraiment jamais été le parfait amour. Mais on oublie, parce que c'est là le problème. Si on entre dans les recherches anthropologiques, vous verrez que Bafoussam notamment et le Bamoun, il y a des liens de famille. Il y a des liens de famille. Nous, on veut les écarter. On veut plutôt surfer sur les conflits qui auraient existé. Or, tous les présidents français, à peine prêtent serment, vont en Allemagne. D'accord. La France a fait la guerre contre l'Allemagne, non? Oui. Mais alors, pourquoi ils ont formé le couple franco-allemand depuis 1945 jusqu'à... En tout cas, ce qui est vrai, c'est que, on le signale, vous savez que Yende Ier, qui a fondé le village Bafoussam, était le grand frère de Charé, qui a fondé le peuple Bamoun. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'on entre là. Donc, si vous venez donc dire aujourd'hui qu'en fait, vous êtes devant dire non, non, nous on est des Bamounais d'abord. C'est d'ailleurs pour ça que moi je condamne ces orientations-là. Et même, il a quand même subi des choses. Hein. Et Nokoyep, quand il avait choisi Bafoussam comme la capitale, mes chers amis, on lui disait même de prendre l'ancien ministre de l'administration territoriale. Oui. Donc on ne veut pas. Lui avait choisi plutôt Bafoussam comme capitale régionale parce qu'il disait que les gens qui viennent partout... Lui originaire d'Undé. Lui originaire d'Undé. D'accord. Il lui dit que non, Banganté ne peut pas faire le poids. C'est Bafoussam qui, sur le plan géographique, peut être considéré comme le centre. Oui. Donc tout le monde peut converger. Pendant que les autres, là, Aruna Ndjoya et tout ça, c'est d'où le père de Bobo Ndjoya disait non. Vous avez vu, dans leur bataille administrative, vous verrez que le département du Noun seul, toute sa superficie, est plus grand que le reste. Oui, les 7 autres départements. Les 7 autres départements. Donc, on veut protéger à des divisions. Et c'est même pour cette raison que vous entendez toujours les gens dire l'extrême nord est la fille aînée du renouveau. Vous pensez que c'est pourquoi? Et après, voilà. Et même dernièrement, même le parti qu'a pris Cabral, lui, dernièrement, ils ont toujours des bisbilles entre les Mondans et les Toupouri. Dakole, Daïsala, vous voyez. Et pour consolider donc ces marches des élites sur la base des tribales, le président Biya nomme un sénateur. Alors, depuis que cette affaire et l'annonce de ce grand meeting a été faite, il y a de nombreux activistes qui annoncent eux également qu'ils marcheront ce samedi sur Bafoussam, une grande marche pour répondre justement au RDPC. Alors, dans un contexte comme celui-ci, où il y a clairement de grosses dissensions ethniques, où il y a de plus en plus la libération de la parole tribaliste au Cameroun, est-ce que les autorités administratives sur place doivent prendre des mesures pour interdire toute manifestation ce jour-là, même pour le RDPC? Absolument. En principe, j'allais dire, c'est la résolution sage que le préfet de la MIFI doit prendre. En disant au sénateur Bobo Ndjoya... Il peut oser le faire, il peut avoir le courage de le faire. Il doit avoir le courage de le faire. Puis il est au-dessus de tout. C'est lui qui reprend l'administration. Mais c'est l'ancien ministre, il peut quand même... Ah non, cher ami. Il peut être l'ancien ministre. C'est lui le préfet. Bien qu'il ait le délégué départemental du ministère de l'administration territoriale, mais c'est lui apparemment qui représente le président de la République. Ça veut dire que lui, le sénateur qui vient, il sait qu'il a un représentant du président de la République. Donc le préfet doit dire, dans des conditions actuelles, le risque de trouble à l'ordre public, monsieur du RDPC, il faut sursoir à votre meeting. Ou alors, comme vous êtes là, vous tenez votre meeting à la maison de parti, les autres compatriotes, ils disent que on leur trouve un endroit où eux aussi, ils vont faire leur meeting, eux aussi. Parce que ça se fait, hein, lorsque les sommets des grands du monde se réunissent, il y a les athées mondialistes qui se réunissent aussi. Donc, voilà les deux, mais de manière plus sage, dans les conditions actuelles, il faut que le préfet de la MIFI leur demande de reporter. D'accord, oui, avec le contexte actuel. Le contexte, il leur dit non, je ne veux pas de bruit dans mon département, vraiment, laissez, ou alors reporter à Yaoundé. Voilà. Alors, Donald Brice Kamgan, avec cette affaire, il y a le parfum d'un régime de faveur dont bénéficie le RDPC qui refait surface par rapport, comme vous le savez, au refus systématique des marches de l'opposition au Cameroun. Beaucoup s'interrogent comment est-ce que le RDPC a réussi à avoir l'autorisation pour ce meeting de samedi.
c'est le 2 poids 2 mesures absolument qui est fait. Ça confirme ça? Oui, avant ça, moi je suis fondamentalement pour la liberté. Les gens sont libres de s'exprimer, que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition, les gens sont libres de s'exprimer. Oui. Ça, c'est le principe. Mais au plan pratique, on voit que l'opposition n'a pas le droit de lever le moindre doigt. Et c'est ça qui est regrettable. Je pense que les événements qui s'annoncent à Bafoussam seront un test de la bonne foi et le niveau de sang-froid de nos autorités administratives. On verra bien comment ils vont s'en sortir, les responsables locaux. Mais les postures extrémistes, moi je ne suis pas pour les postures extrémistes. Ça c'est le principe. Maintenant, j'ai l'impression que le régime n'a pas encore compris que certains Camerounais, comme disait un grand frère, la digue de la tolérance et de la patience a sauté depuis. Certains ne sont plus prêts à tolérer des balivernes, des mises en scène du genre motion de soutien, appel à ceci, à cela. Ce n'est pas bien parce qu'ils sont libres de s'exprimer. Mais dans le contexte actuel, on comprend cela. On comprend cela dans la mesure où les autres sont muselés, mais aussi dans la mesure où, le plus souvent, ce sont nos fonds publics qui sont utilisés dans les meetings et autres mises en scène, manifestations, appels à soutien, à candidature, tout ce que vous voulez. Oui. Donc, d'ailleurs, il faut interroger parce que quand on dit, parce qu'il faut, les répartitions sont claires. Le département de la MIFI a le plus grand contingent, c'est 1500, suivi du département d'Undé qui a 1000 personnes et Bamboutos. Et Bamboutos 1000 personnes. Les autres départements, bon, on peut comprendre que Célestine Kessa-Koutas, qui est la chef de délégation départementale, je pense que c'est ça, à l'ED, non? Oui, tout à fait. Et le ministre Nguyen Djumesi, qui est également le chef de département, chef de délégation permanente départementale dans le Bamboutos également, soit des mobilisateurs qui vont réussir à mobiliser les gens. Bon, moi j'ai du mal, où vont-ils prendre 1000 personnes dans le département de Bamboutos? Moi je pose des questions. Hein. Non, les gens ne vont pas manquer. Même de Douala, les gens vont quitter. Ils vont utiliser les charters. Oui, parce qu'ils vont. Encore faut-y trouver les villageois qui vont se lever. C'est pas forcément les villageois. Ils savent bien, ils vont parce qu'il y en a, il y a des communautés partout. Donc ici à Douala, Yaoundé, partout. Alors vous dites qu'il suffit de payer. Oui, ils vont ramener les villes pour compléter. De toutes les villes. Pour compléter. Bon, là ce n'est plus... Non, parce qu'en fait, c'est pour ça, c'est vous qui avez relevé un problème dernièrement lorsque le ministre avait demandé au maire, avait demandé au maire qu'il faut que résider. Oui, donc beaucoup de ces élites, ils sont dans les villes. C'est clair. C'est comme ça, quand ils vont dans les renouvellements des bureaux des organes de base, ils procèdent de la même manière. Par charter, et c'est eux qui iront voter. Donc c'est comme ça qu'ils vont faire. Et c'est sur la base de leurs fiches. Et c'est pour montrer que le RDPC est toujours partout. Mais en fait, on sait que... D'ailleurs, les gens estiment, parce que dans les hauts plateaux, c'est 500 personnes qu'on veut, les gens estiment que l'arrondissement de Bamendjou, qui dans les hauts plateaux, est l'arrondissement le plus peuplé de ce département-là. Et qu'on sait tout récemment, la razzia qu'a fait le MRC là-bas. Absolument. Bon, ce serait difficile, oui, absolument, que le haut plateau puisse avoir ça. Est-ce que le roi Sokoudjou Jean Rameau, qui a été tout récemment convoqué à Yaoundé à la primature, va jouer un rôle pour que tout cela se passe? Parce qu'il y a, dans le communiqué, il y a quelque chose quand même qui est intéressant. Hein. Le sultan de Bamoun demande ou bien ordonne à ses chefs des délégations départementales là, de prendre toutes les mesures pour faire venir ces gens-là. Peu importe ce que ça va coûter. Ça veut dire quoi? Ils auront des casse-croûtes, ils auront... Vous avez parlé des transports. Oui, ils vont d'abord, ils doivent braver les poussières, la boue et tout pour arriver à un point focal où on viendra les prendre. Donc déjà, vous quittez des champs, on vient d'abord vous prendre là et on vous chemine vers contre casse-croûte et quelque chose pour rentrer acheter le savon le lendemain. Ça fait, si on prend des départements comme le D, ça fait au moins, parce que quitter Jundé, aller-retour,
pour Bafoussam, c'est au moins 2000 francs. Mais attendez aussi, Ça veut dire, on a mobilisé ça fait aussi. ça fait 2 voitures. millions. Non, ça fait 2 On millions. a mobilisé les opérateurs économiques. Vous allez Non. voir. On va vous dire Bon, que les bus ont j'essaie été de loués. calculer Peut-être l'argent voilà. que ça peut faire pour les Camerounais. d'accord. Ça fait 2 millions. Vous pensez que l'argent pour le manque dans ce transport, vous pensez que aller- l'argent manque dans ce pays? Pas manquer, mais où ça vient et à quoi ça sert? Il y a de l'argent. Oui, non, Oui, je mais dis ça vient surtout- d'où? je dis ça vient Quand d'où? c'est pour le parti, il y a de Voilà, l'argent. donc c'est pour dire. Oh, je le dis On pour l'a vu dénoncer. avec... Ok. Parce que c'est Parce qu'on l'a vu de avec l'argent les qu'on va supporters au gaspiller. stade. Oui. Qu'on va gaspiller du contribuable et de l'argent qui forcément vient des magouilles. Parce que ça fait combien 2 millions Il y aura même des aller-retour. élites qui Maintenant, vont les payer des casse-coûts, personnes pour voyager. les casse-coûts pour manger. Il faut manger du matin, midi, soir. Les mains C'est au moins 2000. Sans oublier leurs propres repas. Eux. Oui, puisqu'ils auront au moins, ils auront peut-être, je ne sais pas combien on va le donner Là, pour les- 5 000 ou 10 000 ouais. chacun, parce que je ne vois personne se déplacer de Barbaranté Seulement pour aller manger. pour aller juste manger et rentrer comme ça. Moi, je pose la question Non. de manière honnête. Le hein, vrai problème, sincèrement. non, Bon, vous avez raison oui. de poser le problème, mais il y a deux orientations. Il y a une orientation qui était écrite dans les textes du RDPC qu'on a enlevé en 96, c'est-à-dire qui faisait de tous ceux qui ont rang et prérogatives de chefs services d'administration centrale d'être astreints à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. C'était l'article 184 du règlement intérieur qu'on a enlevé. D'accord. Mais on l'applique. L'autre chose, c'est que les opérateurs économiques doivent apporter leur effort de guerre lorsque les institutions de la République sont en danger. Apparemment, les institutions de la République sont en danger, mais moi je conteste. Le problème qui se passe, c'est pourquoi on a commencé à louer cette fois-ci. Parce qu'en 92, on avait commencé par Garoua. Parce qu'il fallait mettre Bello Bouba, enlever Samuel Lebois et tout. Oui. Pourquoi ici maintenant? Justement, on l'a dit, brigade anti-sardinale. Mais c'est pour revenir. Parce que le SDF avait pris l'Ouest en octobre 92. Parce qu'en mars 92, le SDF ayant boycotté les élections législatives, Oui. le RDPC avait tout raflé. Maintenant, le SDF vient donc reprendre tout pendant la présidentielle. Il fallait donc reprendre les choses en main. On a préféré tuer l'organisation des jeunes du RDPC, l'OJRDPC, pour créer Jeunesse de l'Ouest unie pour le renouveau, pour créer Jour. Jour. Oui. Pour créer Presidential Youth, Presby, et pour créer la Jachabi. Oui. Voilà les tout. Maintenant, quand et le président de la République avait dit d'abord en août 91, le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Donc, la colère du chef de l'État en 92 était que, monsieur Niat, monsieur Touta Moussa, vous m'avez fait ça, il les a enlevés du gouvernement, il a maintenu compte tout seulement. Oui. Donc, maintenant, Bonbon Dioya aussi, il n'allait pas. Oui. Donc, il faut faire le rappel des troupes en leur disant, le deal fait lors du congrès de RDPC en décembre 96, et là vous parlez de l'argent, le trésorier du parti RDPC à l'époque, Emma Basile, avait dit qu'il avait déjà dans les caisses 150 375 francs. Et qu'il y a beaucoup d'argent, mais qu'on se réfère au secrétaire général du comité central. Lui, on ne lui demande rien. D'accord. Donc en fait, l'argent sera là, il faut resserrer ce deal. Parce qu'on fait les cotisations. Et après ce meeting, Oui. ce vaste meeting, ce méga meeting, il y aura d'autres. Le relais va se faire, je ne sais pas, dans le littoral, à l'Est, partout. Mais il fallait d'abord consolider ces loins-là. Voilà, et commencer par où on estime qu'il y a une menace, Oui, oui, même tout à si fait. j'estime qu'il n'y a aucun lien qu'on puisse faire entre ces ressortissants. Non, qu'ils disent, de cette non, région. c'est ça, Ok. il y a le lien. Il Oui. dire que, mais, on dit qu'il y aura... Non, on on doit... veut dire que eux, ils veulent faire croire qu'il y a un lien, et pourtant, en réalité... nous, on voit. Non, mais C'est pour faire culpabiliser. non, je veux dire que les Camerounais, partout où on est, ne sont pas contents de la gouvernance actuelle. Voilà. Ça veut dire que la contestation, le fait face au régime n'est pas une contestation qui vient de l'Ouest. Absolument. Il faut expliquer aux Ils gens. pensent donc que c'est Kamto qui représente, mais non. Ouais, voilà. Attendant, Je veux dire que, voilà, je veux dire que tuer Kamto, vous en aurez Bon, 5 plus, de plus qui viendront absolument. après. Plus Ça veut dire que c'est pas sa personne qui est engagée. Alors, oui, Donald. Vous demandiez tout à l'heure où est-ce qu'ils prendront les militants qui sont attendus. Je vous réponds que le régime a une forte capacité de clientélisme. On instrumentalise la misère des gens. Vous vous souvenez que le chef de l'État, d'après les résultats officiels de la présidentielle, a eu plus de 80% dans l'extrême nord. C'est l'une des régions où la misère est rampante, où les gens partagent les points d'eau avec les animaux. Vous demandez bien comment est-ce que les gens qui vivent dans ces conditions-là peuvent, à leur âme et conscience, aller voter un régime qui les a mis dans cette situation. Donc, c'est la capacité
d'instrumentalisation de la misère des gens. On vous dit, venez, vous aurez 1000 francs ou 1500, il y a des gens qui viendront. Voilà, tout à fait. Donc c'est ça que je voulais avoir comme résultat. Alors Dominique Audrey, Oyegele Kalezi. Oui, moi je veux plus m'attarder au niveau des chefs traditionnels. On imagine, posons la situation, on a un chef traditionnel qui est partisan de ce parti-là et on a un notable qui est dans l'opposition. Et que le notable ne suit pas son chef. Comment ça va se passer quand ils vont revenir? Je pense que cette situation, le fait de demander au chef de trouver des gens, peu importe, c'est venir créer d'autres problèmes dans des chefferies. Moi, je ne sais pas quelle est l'opportunité de ce rassemblement quand on a des problèmes existentiels. Ça n'a pas d'importance pour moi. Et comme vous avez dit, c'est une instrumentalisation. Et j'ai bien peur que, malheureusement, le fait qu'on n'ait pas à manger, on se retrouve dans cette histoire-là. D'accord. Le sénateur Mbonjoya, il doit quand même être interpellé parce qu'il fait partie des relatifs progressistes du RDPC. Il a appelé le chef de l'État à organiser un congrès en 2018 avant de se faire porter comme candidat du parti. Il fait partie de ceux qui ont des postures on va dire modérées au sein de la formation politique. Et il est sénateur. En tant que sénateur élu dans la nation, il aurait pu, de sa posture de personnalité réputée, interpeller le chef de l'État sur la crispation du climat politique qu'on atteint, le niveau de crispation, faire en sorte qu'il prenne des mesures pour éviter cette crispation à laquelle on atteint aujourd'hui. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Vous avez rappelé un antécédent tout à l'heure, décembre 2016, à Bamenda, alors que il y a de la tension dans l'air. Un responsable du gouvernement est allé organiser un meeting qui est fini comme c'est fini, tout le monde le sait. D'accord, donc c'est ça qu'il faut voir. Il faut également, et d'ailleurs ça me permet de prendre la prochaine question. Alors, tout récemment à Genève, on a vu qu'il y avait cette brigade-là qui organisait une marche à Genève. Et dans le même temps, il y a un autre groupe qui soutient le régime de Yaoundé, qui a décidé de faire également une contre-marche. Et ça s'est terminé en queue de poisson avec une femme déshabillée de son cabas à l'effigie du président de la République. Est-ce qu'on s'achemine vers un Genève bis à Bafoussam, Karine? J'ai bien peur parce que on a quand même des personnes qui annoncent que si les partisans, les militants du RDPC marchent, elles vont marcher aussi. Mais ce qu'on peut faire, si le préfet de la MEFI finit par autoriser cette manifestation, peut-être qu'il a déjà fait, il peut organiser de manière à ce que chacun marche dans son coin pour que ça ne fasse pas ce grand bruit. Mais par rapport à ce qui se passe, il faut dire que c'est un gros risque pour nous. Pour tous les Camerounais. Parce que ce qui va se passer à l'Ouest le 20 risque d'être générateur de beaucoup d'autres situations. Il y aura des problèmes anthropologiques qui vont se soulever, historiques qui vont se soulever. Et aujourd'hui, on arrive à une bamilikarisation du pouvoir. Parce qu'il faut que maintenant les Bamilekés prouvent qu'ils sont avec le président de la République. C'est ça qu'il faut dire. Il faut que vous prouvez que vous êtes avec nous. Même si celui qui appelle à la manifestation, on ne lui demande que 500 personnes. Parce que lui-même, il sait que dans son Bamoun natal, il n'y a pas assez de personnes pour représenter le RDPC là-bas, parce qu'il faut lui dire, si le NUN n'a que 500 personnes demandées réclamer, ça veut dire qu'au final, lui-même il sait que chez lui, c'est pas convaincant. Malgré une grande superficie. Malgré la superficie, c'est pas convaincant. Et il faut que les Camerounais sachent aujourd'hui qu'on est dans un tournant très capital de notre histoire. En tout cas, c'est pas dû forcément, c'est que l'UDC aussi a une bonne personne. Oui, justement, c'est pour ça. Il n'a pas de notoriété là-bas. Je voudrais juste te dire que, pour terminer, le sultan roi des Bamoun, sultan roi des Bamoun, Mbonjoya, est quelqu'un, et en privé d'ailleurs il le dit, il a toujours été contre les sous-préfets qui interdisent les marches. Ça, il faut le dire. En privé, il a toujours été contre ceux qui interdisent les marches. Ah non, qu'il fasse donc les intelligents, qu'ils utilisent un intelligent pour laisser les autres compatriotes aussi marcher. On va terminer cette revue, Karine. Oui, deuxième information, un vieillard de 77 ans, c'est une grosse risée sur les réseaux sociaux, vraiment, cette information. C'est une information qui nous a été révélée par le journal Kalara. Un vieillard de 77 ans escroque 9 millions à un journaliste en retraite de la CRTV, la chaîne nationale.
général, Fouda-Talla Joseph, le nommé Fouda-Talla Joseph, le vieillard, qui escroque à Hugues François Onana 9 millions de francs CFA. Il s'est fait passer pour un proche du secrétaire général à la présidence de la République en lui promettant un poste à la Société de stabilisation des prix des hydrocarbures, CSPH. Selon le plaignant qui a déposé plainte au tribunal de première instance de Yaoundé, son bourreau lui avait confié que l'actuel directeur général de cette structure serait un financeur des sécessionnistes et depuis cela, aucun organisme de lutte contre la corruption ne s'est saisi de l'affaire. Et jusqu'ici, on se demande bien à combien, si le poste de directeur général peut coûter 9 millions de francs CFA, combien peut coûter le poste de ministre? Vous posez une belle question quand même. Hein? Je ne m'y étais pas attendu. Combien peut coûter un poste de ministre? Alors, ce qui est intéressant, cette affaire livre deux bonnes informations. D'abord, ça confirme que le secrétariat général, la présidence, fait, on va dire, être la plaque tournante du centre du pouvoir dans ce pays parce que les gens l'utilisent pour anarquer, même si ce n'est pas vrai ce que la personne a dit, mais on voit très bien que ça marche. Ça veut dire que tellement on a répété qu'il y a une délégation de signature. Les gens dans leur subconscient pensent que, bon, sûrement en mettant en avant le secrétaire général, forcément le forfait va passer plus facilement. Dans une nomenclature consacrée dans le sérail, ouais. Le SG de la présidence est vice-dieu. Voilà, donc tellement on a mis ça à l'esprit des gens que donc on sait que si on passe par là, forcément ça marche. Donc ça confie au moins l'une de ses conséquences. Mais Bengan, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette affaire? Non, mais ça confirme que le secrétariat général de la présidence de la République est également un passage, une porte d'entrée vers le paradis. Si les gens si les gens connaissent la porte. Ça veut dire que non, je pense qu'il faut quand même qu'on revienne à ce que nous dit souvent le professeur Messanga Nyamdi. Il a dit que lui, il interpelle le secrétariat général de la présidence de la République et le cabinet civil comme les gens, comme les institutions qui organisent un coup d'État scientifique. Il a dit ça? Oui, il a dit ça régulièrement, un coup d'État scientifique contre le chef de l'État. Ça veut dire qu'il y a des portes. Mais est-ce que ici, peut-être pour François Onana, moi je veux que le micro soit ouvert. Non, c'est ça. Ça veut dire qu'on achète les postes. Je pense que Marafa Amidou Yaya, en prison, il a commis des lettres qui disaient que le chef de l'État lui a dit qu'il y a des ministres et il y a des autres. Il y a des ministres et les autres. Ça veut donc dire que même pour être ministre, le président de la République n'est pas obligé de vous connaître. Même si la proposition est faite par le Premier ministre, il n'est pas obligé. Il y a ceux qu'il considère comme ministre et vous autres, vous pouvez entrer n'importe comment. Mais quand même, c'est parce qu'au final, dans ce pays, on a mystifié un tout petit peu les nominations. Oui, absolument. Absolument. Parce qu'on ne connaît plus sur la base de quoi on nomme tel. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'ENAM. Sur la base de quoi on l'a nommé directeur général de l'ENAM. C'était alors qu'il y a des postes vacants. Les DG qui font plus de 9 ans dans les postes. Les PCA qui font plus de 9 ans. Et tout. Pourquoi on ne les remplacerait pas? Mais moi, ce qui m'étonne dans l'affaire, moi, c'est pas si vous aussi ça vous étonne, comment un journaliste comme ça a pu porter plainte et il n'est pas lui aussi coffré pour corruption? Parce que lui, il avoue. Il a fait un aveu qu'il a corrompu. Mais pourquoi il est encore dehors, cet ancien journaliste? Non, mais parce que c'est le Cameroun. D'abord, le fait pour lui d'avoir accepté qu'il y a un tuyau, ça veut dire qu'il sait qu'il y a des tuyaux. Et que ces tuyaux-là, on y entre moyennant quelque chose. Ça veut dire qu'il a accepté. Et c'est justement pourquoi il porte plainte sans honte. Précisément, ça veut dire que bon, de toutes les manières... Je vais le faire arrêter. Dans un pays où on achète. Je ne sais pas, apparemment, ils n'ont pas écrit, il n'y a pas de trace écrite. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, ce qu'on est en train de dire ce matin à nos concitoyens, c'est grave. C'est gravissime. On est en train de montrer aux yeux du monde qu'au Cameroun, pour être nommé à une fonction aussi stratégique, des gens imaginent qu'ils peuvent payer pour y avoir accès.
et pas forcément compter sur une compétence ou sur, je sais pas. Et il a le courage d'aller en justice avec. Et qu'il a le courage d'aller en justice se plaindre de cela sans aucune honte, sans aucun amendement. Oui, on est en train d'envoyer un message noir, satanique. Aux jeunes qui nous regardent. Absolument. Et vous avez raison. Et ça confirme ce qu'on pensait, que les gens achètent des places à l'ENAM, les gens achètent les places de concours, les gens achètent les places de nomination, d'affectation, les gens achètent les places. Non, au final, on marchande tout dans ce pays. Oui, absolument. Absolument. Et c'est pour ça que les gens comme au Coco Puzo, on dit on a fait un plongeon dans le gouffre. D'accord. Donald. Oui, disons, vous venez de tout dire, ça confirme le niveau de décrépitude qu'on atteint. François Nana, c'est quand même un ancien journaliste, un grand nom de la CRTV. Réputé. Voilà. Ça signifie qu'il a un certain nombre de contacts et d'entrées au sein de l'appareil gouvernemental. Oui, justement. Oui, tout à fait. Et donc, s'il arrive à se faire prendre à ce genre de piège, c'est que vous êtes très vulnérable, cher monsieur. Oui. Je dis vous et il faut pousser. Mais vous aussi. Oui. Parce que, en plus, il est journaliste. Un journaliste est quand même quelqu'un qui est censé être informé. Vous avez raison. Jusqu'à un certain niveau. Oui. Et lorsqu'on a été... Surtout qu'il est retraité. Ça montre parce que moi, franchement, je suis pas. Je veux dire que, mais quand on nous regarde, nous, les journalistes de la presse privée, comment nous battons pour nous transporter, pour nous déplacer en Ben Sikin, et qu'on voit un retraité qui a réussi à avoir 9 millions d'économies pour payer une place. Mais on se dit, mais finalement, nous, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a quand même beaucoup d'informations que révèle ce triste fait. Oui, tout à fait. Parce qu'on ne peut pas facilement sortir 9 millions si on a 10 millions quand même. Oui, ça veut dire qu'on en a plus. On en a plus. Voilà. Je veux dire qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Vous ne pouvez pas avoir 10 millions et sortir. Je voudrais rappeler que c'est le deuxième fait d'arnaque avec l'utilisation, l'usurpation qu'on appelle du nom du SG de la présidence. Tout à fait. Il y a eu tout récemment l'interpellation d'un individu à Yaoundé se faisant passer pour le SG de la présidence, qui promettait des postes de nomination dans le sérail, membre du gouvernement, sous-préfet, ainsi de suite, qui était interpellé. Il faut bien que l'enquête aille plus loin. Non, pas que les gens, tellement on a dit que... Le marché n'a pas réussi. Ça ne veut pas dire que celui qui est venu prendre les 9 millions n'avait pas les entrées. Oui. Ah, d'accord. Voilà. C'est question de grille de lecture. Non, celui qui promet le poste est présenté comme le SG de la présidence. Non, il connaît le réseau. Il a le réseau. De toutes les façons. Donne l'information. L'information, c'est que celui qui promet le poste dit qu'il a une proche qui est près du SG de la présidence et que ce proche a entendu que le SG a eu une vidéo de l'actuel DG de la CSPH qui aurait financé les Ambazoniens et que son poste serait menacé. Et qu'actuellement, on pourrait éventuellement le remplacer. Voilà, c'est pourquoi justement il cherche à avoir un remplaçant et que lui pourrait être, son nom pourrait positionner comme étant un remplaçant potentiel s'il donne 9 millions de francs CFA. La récurrence de l'utilisation du nom du SG de la présidence, l'actuel, pour des faits d'arnaque, doit amener la police, en tout cas ceux qui sont chargés de mener des vérifications sur ce type de choses, de pousser l'enquête plus loin et de voir si la présidence, le secrétaire général n'est pas devenu un sanctuaire de la corruption. Il faut qu'on aille plus loin et qu'on ne reste pas tout simplement à nous prendre des cas. Non, je pense davantage que ce n'est pas tellement la corruption parce que c'est partout au Cameroun. Moi, ce que je vois, c'est que on a tellement fait de débat sur ces délégations permanentes de signature. Cette délégation, ça fait que les gens dans leur esprit, dans leur subconscient, se disent que si on ne fait pas avec le SG de la présidence, nous ne serons rien dans ce pays. C'est ça, on a cultivé ça. C'est une musique qu'on entend. On dit, bon, il y a une délégation permanente de signature du SG, on imagine que lui peut tout. C'est comme vous avez dit, vice-dieu. Donc chacun croit facilement à ce qui vient de là qu'ailleurs, par exemple. Donc on va s'arrêter là malheureusement. Merci à vous Karine pour cette revue des réseaux sociaux. Nous prenons l'interpellation, on va juste regarder l'élément et quelques secondes pour le commentaire. À tout de suite. Ce qui fait le développement au pays, pour moi, dans mon domaine, c'est le port autonome qui fait le développement. Et par exemple, aussi la friperie, ce que nous on fait, la friperie, c'est devenu trop cher.
très très cher. Parce qu'avant, on nous vendait les ballots à 120 000. Maintenant, on se retrouve en train d'acheter le ballot à 180 000. Donc c'est trop exorbitant pour nous. Pour nous, la douane pose un très très grand problème. Donc ça fait en sorte que les activités freinent chez nous. On ne parvient plus à s'en sortir avec la friperie. Bon, si on pouvait en sorte réduire la douane, ça devait beaucoup nous soulager. Voilà. Bon, voilà le commentaire de notre compatriote. Non, vous savez, on nous a installés dans le règne de la débrouillardise au point où lui pense que, puisque sa matière première provient du porc, c'est le porc qui est la friperie. Non, mais non. Oui. Il oublie que ce qui développe un pays, ce sont les industries. Oui. Et que voilà, par exemple, si la SICAM avait développé, donc en tant qu'industrie, il y avait plutôt par cette industrielle. Tout à fait. D'accord, très bien. On va lire quelques messages pour sortir de ce programme. On ose croire qu'il y a tellement de gens qui souhaitent réagir parce que l'actualité au Cameroun est très très dense. C'est le moins que l'on puisse dire ce matin. Allez-y Karine, nous sommes tout de suite. Affaire journaliste arnaquée ou la corruption au Cameroun, c'est rien d'autre que la conséquence dans un pays où l'éducation est reléguée au 7e plan. Un autre, M. Priso de Bonabéry, il ne fait plus aucun doute que c'est le RDPC qui œuvre pour qu'il y ait. Non, au Cameroun, ceux qui dansent pour le régime sont plus respectés. Voilà. Ok, merci de censurer une partie du message, c'est important aussi. Nous avons un devoir de responsabilité vis-à-vis de la République. Alors, dans le Bambouto, si tu réussis à regrouper 100 personnes, tu as 1 million de francs CFA. Honoré de Babadjou. Ah bon? 100 personnes. 1 million. Vous voyez ce que je disais ici? C'est ce qu'on disait. Voilà. Parce que on va procéder par des charters. 1000 personnes, vous demandez 1000 personnes pour aller faire un meeting. Les gens ont leur champ à travailler, les gens ont leur truc à faire, vous leur dites qu'ils vont aller. Non, mais il faut avoir vraiment, je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais ce serait un exploit. Mais comme vous avez dit, sûrement les charters viendront de Yaoundé, de Douala, pour aller gonfler. Les élèves sont rencontrés déjà. Parce que le danger aussi, c'est que qu'est-ce qu'on va faire à ces chefs de délégation permanente départementales qui ne vont pas remplir le quota fixé par le chef régional. Si, par exemple, M. Gandjimessi, parce que c'est plus lui que je connais, en termes de chef de délégation départementale du Corée central à l'ouest, dans le Bamboutos, s'il ne réussit pas, par exemple, à réunir les 1000 personnes, parce que lui, au moins, quand même, on lui a mis une pression folle. S'il ne réussit pas à avoir les 1000 personnes, comment est-ce qu'il n'y aura pas d'erreur? Est-ce que ce ne serait pas une porte de sortie pour une sanction? Je ne sais pas, moi je pose des questions. Je n'ai rien contre le ministre des Travaux publics. Il y a quelques semaines, il y était avec tapis rouge sur de la boue, donc peut-être que c'était dans le début. Ah oui, on fait un lien avec ça. D'accord. On va s'arrêter là pour ce matin. Donald de Briskamga. Merci, cher monsieur. Je vous en prie. Merci. Merci, Karine Sontia. Je vous en prie. Force montante, comme on dit. Merci beaucoup à vous, Bobo Bengan. Et je vous remercie, votre foulard légendaire, Dominique Audrey, Oyengele. Merci à toutes nos équipes techniques. Voilà, monsieur, restez sur Equinox, la chaîne qui, au-delà de l'image, vous rencontre. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse surtout le Cameroun.